C'est encore parti pour une balade matinale sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être une fois de plus au rendez-vous. Nous sommes depuis le début de cette semaine aux couleurs de la rentrée scolaire et nous allons le rester. Qui dit rentrée scolaire dit stress pour certains apprenants. Dans Instant Santé, Yasmine Damata nous donne les clés pour mieux gérer la situation. Le quitus fiscal en République du Bénin est un document essentiel pour toute personne désireuse de prendre part aux élections de tout genre. À quelques jours du dépôt des dossiers, certains évoquent un risque d'exclusion. Osias Sounouvou y dédie sa chronique politique. La destination Bénin est aujourd'hui l'une des plus prisées. En seulement quelques années, elle a connu un essor d'une grande importance, ce qui n'est pas sans générer des devises. Dans Bénin en mouvement, Ghislaine Adimi met en lumière cette avancée considérable. Mais avant tout ceci, nous allons à la découverte de ce qui fait l'actualité. Le bulletin d'information, c'est tout de suite. Le bulletin d'information avec Génial Afouda, Monsi Agbouka, toujours fidèle au poste. Bonjour Génial. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous ce matin? Bien et vous aussi j'espère. Je vais très bien. Alors qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui? Alors déjà on salue, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester fidèle à ce rendez-vous matinal quotidien sur Bénin TV. On démarre par un zoom, oui zoom, sur une plante qui elle aussi protège la planète et qui pourrait bien, vous allez le constater, changer notre manière de construire, de voir et même de respirer. Il s'agit du bambou. William Choki et Jacob Tocho-Edo nous emmènent à la découverte de cet or vert très peu connu. Sur la route des pêches, le regard s'accroche d'abord sur ces aménagements du littoral. Mais ce matin, c'est un tout autre spectacle qui retient notre attention. Un couple d'artisans plongés dans un ballet silencieux avec le bambou. Ici, chaque tige devient un meuble, objet d'art ou encore outil d'utilité. Depuis plusieurs années, il façonne le bambou avec patience et utilise des instruments à la limite banals mais très efficaces pour polir ou enfoncer le clou dans le bois. Un savoir-faire transmis et perfectionné jour après jour. Le bambou n'est pas qu'un simple matériau. Derrière ces créations se cache une véritable alternative au bois classique, menacé par la déforestation. Même ayant l'eau clôture piscine toi ya trasa toi ya quand nebu de gbeba même il en lié emboîté côté emboîté J'ai découvert que le bambou séquestre à maturité 12 tonnes de carbone par hectare par an. Donc je me suis dit là c'est un waouh, on pourrait utiliser ça pour permettre au Bénin de se positionner sur le marché international du carbone. Après j'ai lu également que le bambou libère 35% d'oxygène supplémentaire contrairement aux autres arbres des forêts. Et j'ai aussi découvert que le bambou absorbe 5 fois plus les émissions de gaz à effet de serre que les autres arbres. Donc je me suis dit que c'est une ressource vraiment stratégique pour l'économie et la transition écologique. Une ressource durable qui s'impose comme un allié précieux face aux défis environnementaux.
Le Bénin est aujourd'hui le deuxième pays producteur de bambou en Afrique. Un potentiel encore peu exploité, il pourrait placer le pays au cœur de la transition écologique et de nouvelles filières économiques. Le bambou, déjà à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous avons le bambou à maturité. Et avec des tailles, par exemple le Dendrocalamus asper, ça va jusqu'à 35 mètres à maturité. Et il y a sa tige qui entre dans la construction. Par exemple, quand on veut faire les dalles, ça remplace le fer. Il y a trop d'avantages, trop d'atouts pour le bambou, méconnus, malheureusement, par notre pays. Il y a 4 étages, 3 étages, dans l'autre étage. Mais le produit est normal. Cette matière précieuse pourrait bien devenir aussi l'or vert du Bénin, au service des artisans, de l'économie et de la planète tout entière. Une ambiance des plus festives sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou ce dimanche. C'est à la faveur de la compétition de danse urbaine du Bénin, édition 2025, une initiative portée par le Centre culturel chinois et l'association Beworkers. C'est un reportage signé Saint-Tiche Quincpon et Jacob Tochoido. De la danse urbaine à volonté. Des prestations aussi variées les unes que les autres. Bien plus qu'un simple concours, l'événement a été présenté comme une véritable célébration de la jeunesse et de la diversité culturelle. Sur scène, les meilleurs danseurs se sont affrontés avec énergie et créativité. À la fin des battles, les titans remportent la victoire. Le Bénin regorge beaucoup de talent et ce genre d'événement, c'est ce que ça fait en fait. Du coup, ce n'est qu'à féliciter. Ce n'est pas descendu du ciel, ça nous a été transmis par nos mentors, qui est l'association Beworkers. C'est eux qui ont créé les titans et ils nous ont transmis cette originalité. La première phase a été jugée sur 5 critères. Le premier critère étant l'originalité des prestations. Le second critère, c'était la gestion de l'espace. Le troisième, la présence scénique. Le quatrième critère, nous avions la qualité de la chorégraphie. Et le dernier critère, c'était l'énergie des danseurs. Au-delà de la performance artistique, cette rencontre traduit la volonté de renforcer les liens entre le Bénin et la Chine. Il est très satisfait et il a également très surpris par le niveau des danseurs béninois. Donc il espère que les amis béninois considèrent le Centre culturel chinois comme une plateforme d'échange et d'amitié. Une soirée où l'art, l'énergie et l'amitié ont dansé main dans la main pour la solidarité, où les cultures se croisent et s'illuminent mutuellement sous les applaudissements nourris du public. On parle politique dans ce bulletin. Le duo présidentiel de la mouvance est désormais connu. À Romuald Wadayin s'associe Mariam Tchabi-Talata, confirmée colistière pour la présidentielle de 2026. Première femme vice-présidente du Bénin, elle poursuit donc l'aventure et incarne la stabilité, l'équilibre et la continuité. Décryptage de cette actualité avec Marcela Rossi à travers cette chronique. Elle est le souffle discret dans la tempête, la note douce dans la symphonie du pouvoir. Mariam Tchabi-Talata, première femme vice-présidente du Bénin, incarne ce mélange rare de fermeté et d'élégance, de courage et de loyauté. Son parcours est celui d'une pionnière qui a brisé des barrières de verre sans éclat de voix, mais avec la force tranquille de celles qui savent attendre leur heure. Elle avance sans fracas, mais chacun de ses pas résonne. Mariam Tchabi-Talata est devenue bien plus qu'un symbole. Elle est une trajectoire, celle d'une femme qui a franchi les frontières de la tradition politique pour imposer une nouvelle image du leadership féminin. Professeure de philosophie, elle a longtemps appris aux autres à questionner le monde, avant d'entrer elle-même dans l'arène pour y apporter ses réponses. Aujourd'hui, son nom
s'inscrit dans les calculs d'avenir. Aux côtés de Romuald Ouaddaï, elle va porter l'image d'un tandem singulier, l'audace de la jeunesse et de la constance de l'expérience, l'énergie de la transformation et la sagesse de la réflexion. Un binôme où l'équilibre n'est pas seulement politique, mais presque symbolique. Masculin et féminin, technique et spirituel, rigueur et tempérance. En elle, beaucoup voient la continuité d'un souffle et en eux, certains lisent déjà les contours d'une victoire. Mais au-delà des calculs et des projections, il reste une certitude. Mariam Thiabita Latta ne marche plus seulement pour elle-même, elle marche pour ce duo et peut-être pour une nouvelle page de l'histoire béninoise. Et que pensent justement les citoyens béninois du maintien de Mariam Thiabita Latta Zimé Yerima au poste de vice-présidence? Jules Akouaïkou et Rachida Biomama les ont questionnés. À ce propos, on les écoute. Madame Talata, nous avons tous suivi au cours du dernier quinquennat et toute l'expérience qu'elle a apportée, tout ce qu'elle a pu faire aux côtés du président Patrice Talon. Et je pense que cette désignation n'est qu'une consécration de tout ce travail qui a été fait. Ouaddaï, candidat aujourd'hui de la mouvance présidentielle, plus Madame Talata comme colistière, ça promet pour la suite. C'est une désignation stratégique, un choix d'avenir. C'est le résultat de sa loyauté, de sa fidélité et de son expérience. Parce que vous savez, Madame Talata a représenté le Bénin sur plusieurs sommets internationaux. Donc un jeune à côté d'une expérimentée, on ne peut pas avoir mieux. Cela prouve à quel point la réforme au niveau de la présence effective des femmes en politique est désormais irréversible. C'est une grande joie pour nous les femmes. Et au-delà de ça, il faut voir que cette dame a du mérite, tout simplement. Donc c'est une grande école à nous autres femmes, et qui sommes des femmes politiciennes aussi. Cela témoigne de la confiance qui a été faite à la vice-présidence, Madame Talata, et c'est à bon droit qu'elle ait été désignée. C'est aussi un équilibre du point de vue géographique par rapport au territoire national, et c'est une très bonne chose. Vraiment, c'est la légende qui continue. Nous connaissons la jeunesse de la candidature, donc le premier élément du duo, et nous connaissons la sagesse de Madame Talata. Et donc pour moi, la sagesse et la jeunesse ensemble ne peuvent que faire bon ménage. Les jeunes du parti UPR de Tofo se sont mobilisés pour mieux dynamiser leur formation politique. C'est à travers une journée de réflexion qu'ils ont organisée dans la localité. À la fin des travaux, ils se sont exprimés au micro de Alain Soutchoui. Pendant longtemps, de nombreuses difficultés ont jalonné le parcours politique des jeunes. Je peux même parler de controverses des jeunes dans la commune de Tofo. Donc nous nous sommes dit qu'il est temps que la jeunesse se mette ensemble pour construire quelque chose de potable, quelque chose de serein, quelque chose qui va nous permettre de s'exprimer, de faire savoir de quoi la jeunesse est capable. C'est ce qui a été fait. Nous pensons que les jours à venir, le travail se manifestera sur le terrain. Nous avons développé le thème jeunesse et militantisme à l'aide de la réforme du système partisan. Et dans les tout prochains jours, nous allons mettre sur pied la Ligue des jeunes de l'Union de la commune de Tofo. En réalité, dans cette commune, les jeunes progressistes n'ont pas un cadre propice de concertation, de réflexion, de proposition d'idées. Donc, c'est ce à quoi nous avons pensé offrir à nos jeunes frères et puis à nous-mêmes ce cadre afin de réfléchir et de faire rayonner le parti dans la commune de Tofo. La jeunesse de la mouvance à Kandi et les supporters du football club AS Takoundin valident le choix de Romuald Ouaddaï comme candidat de la mouvance présidentielle dimanche dernier. Ils l'ont confirmé au député Labiou Amadou Djibril de l'Union progressiste Le Renouveau. Images et sons de cette déclaration de soutien avec Nestor Sela et Judika Elaïna.
La jeunesse de Kandi et les supporters de l'AS Takounais disent oui au choix du candidat de la mouvance présidentielle. C'est tout le sens de cette mobilisation. Nous sommes prêts en tant que jeunes à les accompagner jusqu'au bout, puisque c'est eux qui sont prêts à nous écouter et à nous apporter des solutions à nos problèmes pour que nous puissions bâtir notre très cher pays, le Bénin. Nous avons affirmé notre choix de soutenir la candidature de Romuald Wardani parce que c'est un homme de vision. C'est un homme qui est proche de la population. Nous avons adhéré parce que vu tout ce qu'il a eu à faire, c'est un jeune qui est dynamique, qui a de la vision, qui travaille. Tous les jeunes de Kandi sont unanimes pour ce choix que nous remercions franchement. L'engagement de cette jeunesse de porter haut le choix de la majorité présidentielle motive l'élu du peuple qui apporte son appui à la jeunesse de Kandi mobilisée derrière la candidature de Romuald Wardani. Romuald Wardani est kandien par son amour qu'il a pour cette ville. Donc, de façon naturelle, son choix a été porté par toute la jeunesse de Kandi. Et ils ont voulu le prouver, prendre l'engagement devant moi pour que moi je sois le porte-parole de Romuald Wardani, que la jeunesse de Kandi est derrière lui. C'est dans une synergie d'action que ces jeunes acquis à la cause de la rupture promettent de travailler pour hisser haut les idéaux du parti Union Progressiste, le Renouveau. Allez, on parle sport à présent, plus précisément foot, avec la finale de la 4e édition du tournoi de la fraternité de Torhoué à Sémékraké. Une finale pleine de suspense qui a réuni membres du comité d'organisation, autorités politico-administratives et population. Le terrain de football à la Coro de Torhoué, euphorique suite à la victoire de ces jeunes du marché d'Anana JMA FC sur ceux de Huta FC. Score final, 3 buts marqués par JMA au tir au but. C'était un objectif qu'on ficelle depuis le début et Dieu nous a aidés, on avait rapporté, donc on était tous heureux. Nous sommes dans l'un des arrondissements de la commune de Semepoji, à quelques mètres de la frontière avec le Nigeria. Je prends la parole par intérim avec un cœur rempli de joie pour dire un grand merci à notre cher CA de Torhoué. Les jeunes sont allés me voir et m'ont dit chaque année, monsieur le CA a organisé un tournoi. Si nous devons continuer ensemble, ça dépendra de vous. Ici, ce public a eu droit à une finale de la 4e édition du tournoi de la fraternité, très disputée. À la pause, après 35 minutes de jeu, le score était de 0 but partout. C'est donc du retour de la mi-temps que les deux équipes ont marqué chacune un but permettant du coup de finir la rencontre par un score à égalité d'un but partout. Nous demandons aux autorités de nous trouver un très bon terrain digne de nom qui peut abriter ces grands moments de joie, de convivialité, de fraternité et de familiarité en notre sein. Un terrain de sport déjà en projet à Printemps. Coupe Davis Lituanie-Bénin. Les Guépards tennismen étaient présents à la SEB Arena de Vilnius avec le soutien inconditionnel des supporters béninois. Leur énergie déployée dans les tribunes a été remarquable, nous disent Bruno Soali et Igor Ayoso. Partie de Cotonou, Olga, ancienne internationale béninoise au tennis, n'a voulu rien rater de ces grands moments de la petite balle jaune à Vilnius. C'est quand même un grand challenge qu'on avait, donc il fallait qu'on puisse les supporter. Et là, je pense qu'ils n'ont pas du tout démérité. Comme elle, ces Béninois venus de France, de la Guyane et d'autres destinations, emballés par l'aura d'un tennis béninois ascendant, étaient en tribune pour soutenir d'une même voix les Guépards tennismen. Vos fans nous ont beaucoup étonnés. Avant la rencontre, on était convaincus qu'on aura la faveur du public, mais à l'évidence, on s'est rendu compte que vous aviez un groupe de supporters certes restreint,
Mais ils ont fait de grandes choses pendant la compétition. Ils ont parfois réussi à noyer le soutien de nos supporters. On ne dirait même pas qu'ils étaient minoritaires dans les tribunes. Peu importe le résultat, ils ne regrettent rien d'avoir porté si haut et fièrement le drapeau tricolore vert, jaune, rouge et poussé à chaque instant les guépards tennismen à repousser leurs limites. C'est une fierté pour moi d'être aux côtés de l'équipe nationale. Le président a lancé un appel et nous, en tant qu'anciens joueurs, anciens entraîneurs, nous avons jugé bon de répondre à son appel. La puissante faille de ces supporters et passionnés du tennis est restée contagieuse pendant les 48 heures de compétition, obligeant parfois le président de la Fédération béninoise de tennis à abandonner sa loge officielle et son confort pour aller conjuguer les énergies positives pour l'équipe nationale en compétition sur le court de tennis. Depuis que nous participons, c'est la toute première fois que nous avons eu le bonheur d'être accompagnés par quelques supporters. Et j'en remercie vraiment tous ceux qui ont bien voulu se mobiliser, qui sont venus de France, d'Allemagne, de partout, même de la Guyane. Les gens ont déployé du tam-tam ici, ils ont des grands tambours qu'ils ont battus tout le temps. Heureusement qu'avec un peu d'ingéniosité, nous avons trouvé des sifflets qui nous ont permis de prendre le dessus sur la bataille sonore. Et c'était très bien. Jamais les tennismen béninois n'ont été autant soutenus en terre étrangère. L'expérience lituanienne a de quoi servir de boussole pour les prochains rendez-vous internationaux à l'extérieur. Les joueurs de tennis en ont tiré grande satisfaction et n'en demandent pas plus. Dernière ligne droite de ce bulletin, vous l'aurez sans doute compris, on fait le point des marchés ouverts ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, ce sera tout pour le 7h d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci, génial de l'avoir présenté. Très bonne journée à vous également. Merci. On se retrouve demain toujours avec le même plaisir. Évidemment. Mesdames, messieurs, on enchaîne avec notre premier plateau, le duo Implacable, qui est à mes côtés pour la première, bien entendu, depuis le début de cette semaine. Ils sont en train de s'installer. Osias Sounouvou, Patrick Diossou, chacun avec leurs invités. Voilà. Bien sagement, hein, vous le savez, hein, l'un est le chaud, l'autre est le froid, et puis ça s'alterne, toujours pour le même plaisir. C'est bien équilibré par ici. Bonjour, chers Osias et Patrick. Osias Sounouvou, bonjour. Bonjour Jennifer, vous avez remarqué, c'est au pas de charge qu'on est monté sur Oui, le hein. temps, on a du plaisir. Oh là là, mais le plaisir, il est pour moi. Pour communiquer cette énergie à nos téléspectateurs et téléspectatrices. J'aurais dû commencer par téléspectatrices. Hein. Oui, je préfère, parce que là, on sera bien d'accord. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour, Génie Acier. Oui. Très heureux, comme d'habitude. Les téléspectateurs sont habitués maintenant, Oui. Génie Acier. Alors, avec vous, on va planter le décor, mais je vais quand même saluer vos invités qui sont en face. André Alironou, qu'on ne présente plus. Bonjour et merci d'être toujours au rendez-vous. Merci, c'est un plaisir partagé. Et nous avons à vos côtés M. Agbofou, qu'on va mieux présenter tout à l'heure, même si il est quand même connu, ce n'est pas vraiment quelqu'un qu'on présente. On va y revenir dans la rubrique politique, mais avant, place à événements à la une. Oui. Dans événements à la une, Patrick, vous nous donnez des clés pour réussir sa scolarité. Évidemment. Réussir sa scolarité. Nous avons commencé à parler de la rentrée. Et cette rentrée permet de planter le décor de la réussite. Une réussite scolaire qui va même au-delà de la scolarité. Réussir sa scolarité, comment faire? Les clés. Quelques clés pour pouvoir réussir la scolarité. Nous avons pensé à un psychologue qui est avec nous depuis le lundi. Oui. Et André Alironou. Bonjour encore une fois. Oui, bonjour. Oui, alors, comment faire pour réussir sa scolarité? Nous avons pensé à évoquer quelques clés, mais avant de vous laisser parler, nous avons pensé interroger quelques personnes qui sont aussi des psychologues, qui vont nous donner quelques astuces avant que vous ne puissiez finir par étendre et parler de toutes les astuces. On va suivre cet élément témoin, c'est avec Achille Fatondi. En dehors de tout ce qui est matériel, il y a les aspects moraux, les aspects psychologiques de la préparation. Et donc, les aspects qui sont liés au mental même des enfants, à la psychologie des enfants, ce sont des aspects qui sont beaucoup plus sollicités que l'aspect matériel.
Réussir, ce n'est pas seulement étudier tout le temps, non. C'est avoir une stratégie bien adaptée, une stratégie qui vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs. Alors nous proposons aux apprenants, aidés bien sûr de leurs parents, d'avoir un agenda personnel au-delà de l'emploi du temps de l'école. Cet agenda personnel lui permet d'intégrer le planning scolaire, mais aussi ce qu'il faut faire à la maison. Les heures de récréation, les heures du travail, les heures du TD. Et il est important de ne pas encombrer l'enfant de TD. Aujourd'hui, nous avons vu, on est trop habitué à prendre des répétiteurs, au point où l'enfant n'a plus de temps pour lui-même. L'enfant, c'est répétiteur, matin, midi, soir, après l'école, répétiteur. Non, il faut lui laisser le temps que lui-même puisse avoir des temps personnels, de travail personnel. Un emploi de temps personnel, se lever tôt, gérer, planifier la journée et déjà l'heure de coucher. Il y a un temps recommandé pour chaque être vivant, être humain surtout, c'est au moins 9 heures de temps de sommeil. Vite les réveiller et aussi les amener à vite se coucher. Vite les réveiller, les amener à vite se coucher. Et lui, il parle de 9 heures. Nous, on entend parler souvent de 8 heures. Vous confirmez les 9 heures ou bien c'est 8 heures de sommeil? Je vais faire la part des choses. Je vais appliquer la règle des 3. D'accord. Parce qu'en une journée, il y a 24 heures. Oui. Divisé simplement par 3. Et vous allez voir qu'on a besoin de 7 heures pour dormir, 7 heures pour travailler, 7 heures pour le loisir. Ah, d'accord. Il y a 7 heures repos, 7 heures travail, 7 heures loisir. Super. Voilà. Donc, repos, loisir et travail. Et ils ont parlé de calendrier. Pratiquement tous les deux ont parlé de calendrier personnel ou personnalisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est ce qu'il faut normalement. Et c'est ce qui est applicable et c'est ce qui donne des résultats. Personnellement, je l'applique depuis près d'une dizaine d'années. Cette année encore, on a eu 82% de taux de réussite en appliquant. Donc, sur 3000 candidats. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais comme je le dis, ça a des principes. Quand on parle de calendrier personnalisé, ça a des principes. Et les principes, c'est qu'il y a des acteurs clés qui doivent être impliqués, vraiment impliqués. Ce n'est pas observé. Il y a l'école, pour ne pas dire les enseignants, il y a les parents, mais il y a l'enfant. Le premier principe, c'est qu'on part sur la responsabilité, la confiance à l'enfant. Il faut responsabiliser l'enfant, mais il faut lui faire confiance. D'accord. Et à partir de là, vous faites asseoir votre enfant. Quelles sont tes projections pour cette année? Donc, il y a à communiquer avec l'enfant. Obligatoirement. Toujours communiquer. C'est lui qui construit le calendrier. Oui. C'est un peu comme une feuille de route, un contrat que vous faites avec votre enfant. Et ce que nous, on a l'habitude de faire, c'est qu'on amène l'enfant à visualiser sa réussite. J'ai oublié de dire aux téléspectateurs que vous êtes vraiment spécialiste de l'éducation, que vous avez des enfants que vous suivez tout au long de l'année. Ah oui. Oui. Alors, vous avez parlé de 3000 enfants tout à l'heure. Oui, et ça parce qu'on n'avait pas les moyens d'investir toutes les demandes. C'était juste ça. Donc, on amène l'enfant à quand même visualiser sa réussite. Qu'est-ce que ça lui fait à lui? Et ça, c'est au début de la rentrée. Dans ces premières semaines, qu'est-ce que ça te fait à toi de faire 9 mois et de reprendre la classe l'année prochaine? Aucun enfant n'a envie de reprendre sa classe. Aucun enfant n'a envie d'échouer. Et aucun parent n'a envie d'acheter 2 fois les fournitures pour la même année. Donc, tout ce qui manque, c'est de communiquer autour de la stratégie à adopter ensemble. Qui va guider cette stratégie? Ce n'est pas le parent, évidemment pas. C'est l'enfant. Donc, il faut accepter et lui faire confiance. Le responsabiliser. Donc, nous, on amène chaque enfant, à partir de là, à se fixer des objectifs par rapport à cette performance, cette capacité. Matière par matière. Composition par composition, pour ne pas dire évaluation par évaluation. Et à adopter maintenant une stratégie d'auto-évaluation. Est-ce qu'il faut commencer déjà dès le bas âge, dès la maternelle, je dirais, pour faire grandir, pour suivre l'enfant jusqu'au bout, ou bien c'est au secondaire? La réussite, ça se cultive. D'accord. Et donc, dès que vous mettez le grain ou la graine en terre, vous commencez par entretenir. Donc, on n'attend pas. Vous avez jugé que l'enfant commence, même si c'est la maternelle, il faut fixer les objectifs suivant l'âge de l'enfant. Et j'insiste, suivant l'âge mental de votre enfant.
D'accord. Et quand on parle de switchage, le switchage va être, ne faites pas faire à votre enfant ce qu'il peut faire aisément et simplement. Ne l'amenez pas, ne forcez pas. Tant que tu n'as pas pris le cahier devant moi, c'est que tu n'apprends pas. Non. Mais si, amenez à faire, parce que c'est vrai, il y a des difficultés des parents, on regarde notre investissement souvent, et puis on se dit, je n'ai pas confiance. Et quand c'est comme ça, vous mettez l'enfant dans aussi une position de révolte. Oui, et ça fait les pièges à éviter. Nous allons revenir sur les pièges tout à l'heure. Oui, donc allez-y. Donc, le calendrier ici, vous faites la liste de toutes les matières que l'enfant fait et qu'il vous fixe son niveau actuel, pas matière. D'accord. En mathématiques, voici mon niveau actuel. Et qu'il soit surtout humble. Oui. Il fixe son niveau actuel que vous connaissez à base de son bulletin de passage ou de reprise de l'année. Vous savez qu'en maths, il vaut 9, il vaut 7, il vaut 4. Maintenant, par rapport à ton niveau, jusqu'à la première composition, tu comptes faire un bond de combien de points? Pour l'enfant qui a 6, qui vous dit « je vais avoir 15 », c'est utopique. Tu pouvais avoir 15 en 2 mois. Voilà, ça c'est un rêve. Mais on va être réaliste. Parce que ce que je dis, c'est que si tu projettes avoir 15 et que tu as 14,5, tu n'as pas atteint tes objectifs. Mais si tu projettes avoir 11 et que tu as 17, tu es beaucoup plus fier de toi. Oui. Et donc, l'enfant va être amené à fixer ses objectifs de façon responsable. C'est lui qui se regarde et qui voit qu'est-ce que je vais donner pour faire tel bon. Et à partir de là, la première composition ou évaluation, tu as eu 11. La deuxième, tu comptes avoir combien? Et là, le principe, c'est qu'il n'est pas question de dire « j'ai eu 11 premières évaluations, j'ai beaucoup travaillé, donc je vais avoir 9 deuxièmes évaluations ». Non, tu dois aller de l'avant. Oui. Justement, vous parlez de capacité de l'enfant. Cas pratique, je suppose un enfant qui a 8 et à qui on demande à quelle fréquence tu veux aller de l'avant et qu'il dise 9 par exemple. Est-ce que ce n'est pas un peu de la paresse? Est-ce qu'il faut lui dire vise quand même 14, vise quand même au moins 16 ou est-ce qu'il faut lui dire d'accord, va à 9? Souvent, quand je fais cette activité, les parents ne sont pas dans la salle. Ah, d'accord. Et puis, quand on finit le calendrier, même s'il y a des fautes d'orthographe, de grammaire, tout ce que vous voulez, sur son planning, vous ne touchez pas à ça, vous ne corrigez pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous corrigez, il n'est plus dans son élément. C'est lui qui a écrit, il connaît, il peut décoder. Mais lorsque vous corrigez, il vient parce que le principe à la fin, il va afficher ça quelque part, visuel, visible, où il verra chaque jour pratiquement. Il se rappelle ses objectifs. Avec les fautes? Avec les fautes, s'il te plaît. Parce qu'il va être amené à corriger ses fautes. Lorsque il vient avec le calendrier, vous n'étiez pas là, il s'est fixé les objectifs, et vous commencez pas à faire des commentaires dessus. Vous commencez pas à corriger, c'est ça qui reste. Ah, j'ai fait faute ici. Ce n'est plus je veux atteindre, mais j'ai fait le faute ici, c'est ça qui va rester. Et ce n'est pas comme s'il ne va pas corriger les fautes. Quand vous allez reprendre, vous allez voir que quand il va se bonifier, il va faire moins de fautes. Donc, l'objectif pour moi, ce n'est pas tout de suite ça, mais c'est d'amener l'enfant à rester focus sur ses objectifs. Je vais avancer. Et l'autre chose dedans, c'est que quand il ne suffit pas de fixer des objectifs par matière, maintenant de définir un calendrier. Et je leur dis souvent, tu lever au coucher, 7 jours sur 7. Et tu mets dans ce calendrier le temps que tu vas aller aux toilettes, que tu vas faire tes activités, que tu vas aller à l'église, tout. On ne manque rien. Mais raisonnablement, toi-même, tu te couches à quelle heure, tu te lèves à quelle heure. Et la troisième partie la plus importante de ce calendrier, c'est d'amener votre enfant à déterminer ce que j'appelle les bouffe-temps, les activités bouffe-temps de sa vie. Et c'est lui qui les définit, ce n'est pas vous qui le lui rappelez. Le vol, la paresse, les écrans, le jeu, c'est lui qui les définit. Parce qu'on est allé faire un calendrier, il va falloir s'investir dans ce calendrier pour atteindre les objectifs. On va trouver le temps où, si tu continues de faire ce que tu fais. Donc, il va aller chercher et c'est à lui de vous dire, désormais devant la télé, je ne vais pas faire 2 heures, je ne vais pas faire 3 heures. Et quand on fait ça, on responsabilise maintenant. Qui va surveiller ça avec toi? Parce que laisser l'enfant seul dire, désormais, je vais faire 30 minutes et puis c'est fini, non. Quand il sera devant, ça. Maintenant, qui va surveiller avec toi? Et tout ça, c'est lui qui voit. De tes parents, qui est le plus rigoureux?
Tu crains qui le plus? Et c'est lui que tu vas responsabiliser. C'est toi-même qui vas lui dire, papa, désormais, s'il fait 40 minutes devant la télé, viens éteindre. Et au début, ça va être difficile, mais quand chacun va se mettre, et maintenant on va sensibiliser le père à ne pas utiliser un peu de façon militaire. C'est lui qui est venu te solliciter. Oui. Donc il faut le faire avec beaucoup de plaisir, beaucoup de complicité, beaucoup de souplesse. Oui. Et il ne faut pas, il va voir ça comme une punition. Vous voyez, à la semaine passée, j'étais chez un enfant de 9 ans qui me dit, les écrans me bouffent beaucoup de temps. J'ai dit, comment on fait? Il dit, je vais les éliminer. J'ai dit, non, il n'y a pas ça, ne me trompe pas. Tu vas diminuer, mais pas dire, j'arrête totalement. Et j'ai dit, on fait comment? Il dit, je vais passer 30 minutes devant la télé désormais. Il dit, 30 minutes, tu vas diminuer 30 minutes ou 30 minutes par jour. Il dit, 30 minutes par jour. J'ai dit, quel est le dessin animé que tu regardes le plus? Il a dit, j'ai dit, on fait combien de séquences quand on fait la projection? Il dit, 3. Une séquence dure combien de minutes? Il dit, 20, 25 minutes. J'ai dit, tu es sûr qu'une seule séquence après, tu vas te lever? Il dit, ah non, 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 on va revoir. Donc 50 minutes. J'ai dit, bon, tu vois, il faut être réaliste avec soi. Et maintenant, comment on fait pour que tu puisses relever ton niveau en lecture? C'est l'enfant même qui me dit, je vais faire beaucoup de lectures. En dictée, par exemple, il voudrait avoir 10, la première composition. Comment on fait? Je vais faire beaucoup de lectures. Il y a suffisamment de livres à la maison et je commence dès demain. Un enfant comme ça, tout ce que j'aurais à faire, c'est de lui dire, tu as le quoi aujourd'hui? Même pas lui demander le résumé. Quand vous demandez ça, il va peut-être lui rappeler que tu as pris un engagement. Et donc, voilà un peu les astuces. Donc, c'est de manière progressive. Il faut y aller. Oui, alors, donc, il faut un calendrier différent de l'emploi du temps de l'école. L'emploi du temps va être contenu dans ce calendrier. OK, d'accord. Mais il faut que l'enfant, tout ce qu'il fait comme activité au quotidien, soit inscrit dans le calendrier. Oui. Est-ce que, comme certains, vous proposez que les enfants puissent avoir un agenda où ils marquent aussi, ils commencent par écrire eux-mêmes chaque jour ce qu'ils font? Parce que certains proposent... Ça dépend de chaque enfant. Hein. Comme ça dépend de chaque enfant. Surtout les filles avec la tendance, elles aiment avoir leur agenda. Et ça, c'est particulier. Vous n'allez pas lui interdire si elle veut l'avoir. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Maintenant, l'utilité ou l'utilisation de cet agenda. D'accord. Et loisirs culturels, plaisirs sportifs, des propositions, ou bien on laisse toujours l'enfant décider? Non, là, on peut accompagner. Parce que si vous laissez l'enfant décider, est-ce que votre poche peut supporter ce qu'il décide? En tout cas, nous avons un autre parent sur ce plateau, c'est vrai qu'il nous écoute religieusement, Monsieur Agbofon et Osias Sounouvou. Ils ont peut-être envie de réagir. Vous procédez de quelle façon? Oui, ça me brûlait de demander au psychologue, ami des enfants, si dans cette préconisation, il n'instaure pas un peu est-ce que je vais dire le mythe ou le principe de l'enfant roi? Enfin, à un moment, heureusement, il y a eu une déclinaison qui conseille une sorte de co-construction avec l'enfant de son calendrier, de la manière dont il gère son temps scolaire, ses activités, la répartition entre le temps consacré aux études, aux activités scolaires et aux loisirs. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, la co-construction. C'est qu'en ayant derrière l'idée qu'il faut motiver l'enfant, lui insuffler suffisamment de motivation en lui donnant le sentiment qu'il est responsable un peu, voilà, de son temps scolaire. C'est bien ça l'idée. Et M. Agbofon peut-être a également envie de se prononcer? Moi, je crois que j'adopte pratiquement ce qui est fait. J'ai la chance d'avoir des enfants qui, eux-mêmes, prennent leurs responsabilités. C'est pas pour me vanter. Moi, les enfants même viennent négocier les moyens pour atteindre leurs objectifs. Et je suis très fier de mes enfants. D'accord. Oh, très fier. Ça fait plaisir d'entendre un parent le dire. C'est le psychologue qui sera content. Alors, c'est tout ça parce que souvent, c'est rarement qu'on trouve des parents qui ont l'habitude de dire aux enfants, je suis fier de toi. Et je donne souvent une anecdote et on dit, pour insulter notre enfant, je dis aux parents, tu as insulté combien de fois ton enfant dans la semaine, dans le mois? Tu l'as béni combien de fois dans la semaine, dans le mois? Et on dit souvent, je le bénis tous les jours. Je dis non. Quand tu l'insultes, tu procèdes comment? Tu cries sur le toit, le voisin entend. Et comment son nez est gros, comment il est paresseux, comment il fait pipi au lit et tout ça. Maintenant, quand tu veux le bénir, pourquoi tu ne cries pas pour que tout le monde sache que ton enfant, il a ses responsables et tu lui fais confiance, il est bien?
Pourquoi tu n'écris pas pour tout le monde? On a peut-être peur de développer un certain caractère, peut-être hautain ou un but de soi. Ah ok, mais vous n'avez pas peur de développer ou d'entretenir le manque de confiance en soi, de tuer sa confiance en lui, de tuer ses valeurs? Non, mais ça on peut. Mais en criant, en insultant, on fait exactement la même chose. Donc moi je pense que l'idéalement, c'est de pouvoir dire régulièrement à votre enfant, même quand il fait des erreurs, je te connais, tu es mieux, tu es plus responsable que ça. Tu es plus intelligent que ça. Tu pourrais procéder autrement. Des stratégies, pas pour élever et éduquer un enfant dans un égo. Non, mais amener l'enfant à se faire beaucoup plus confiance, parce que vous ne serez pas toujours là pour tout prévoir. Et l'enfance, c'est une période. Il va arriver un moment où il va s'affranchir de vous, que vous le vouliez ou non. Voilà, donc ce sont des pièges à éviter. On va suivre le deuxième élément qui nous parle déjà des pièges, de quelques pièges à éviter. Et vous allez continuer pour nous situer par rapport à ces pièges. Les pièges à éviter, ne pas dire à l'enfant, tu vois, on n'a pas l'argent. Je suis en train de souffrir maintenant pour payer. Gare à toi si tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, tu verras ce que je vais te faire. Tu es en classe des amis à cause de toi maintenant, on va aller payer telle somme. On m'a dit scolarité, ils ont dit que c'est tel prix qu'il faut payer maintenant. Il ne faut pas créer ce sentiment de culpabilisation au niveau de l'enfant. L'erreur à éviter, c'est de dire, bon, maintenant là, on t'impose les choses. Il faut que le parent puisse créer un environnement ludique, un environnement jovial, pour que l'enfant puisse faire chaque chose, lui donner l'impression qu'il choisit les choses. Et c'est ça qui est important. Vous créez ce sentiment de auto-culpabilisation qui va agir non seulement au plan scolaire, mais dans toute la vie de l'enfant. Au plan scolaire, comment ça se passe? C'est source de stress pour l'enfant. Se rappeler que mon papa a payé ci, il a fait ça, ma maman a fait ci, il a fait ça. Gare à moi si je ne travaille pas, gare à moi si... Cette pression crée de stress et fait que l'enfant finalement échoue. Finalement, l'enfant échoue parce qu'il y a une pression. Est-ce que vous confirmez ou vous... Pas parce qu'il est incapable. Oui, voilà. Pas parce qu'il est incapable. J'ai eu 2 cas l'année passée dans Agla, une fille qui était au CM2, qui venait à l'école avec les moyens. Ce n'est pas que ses parents manquaient de moyens. Elle venait avec suffisamment d'argent, mais n'arrivait pas à aller se recréer. Pendant que ses camarades sont à la récréation, elle est dans un coin en train de pleurer. Elle se privait même, c'est ça? Elle se privait. Elle n'arrivait pas à manger. Elle pleurait. Quand elle voyait ses camarades en train de s'amuser, elle était dans le coin en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle elle se projetait toujours à la maison. Les parents toujours en train de se disputer. Et quand la petite vient à la maison, si c'est papa qu'elle a rencontré premier, ta maman a fait ci, ta maman a fait ça, ta maman a fait ci, ta maman a fait ça. Si c'est maman, ton papa m'a fait ci, m'a dit ci, m'a fait ça, m'a fait ça. Donc en fait, l'enfant était devenu le mur de lamentation des parents. Et tous les deux. Et quand elle est en classe, elle n'est pas là. Or, le maître reconnaît que c'est une fille très bien, très éveillée. Mais voilà qu'on l'a totalement inhibée avec les problèmes des adultes qui ne la regardent en rien. Elle vient à la maison avec pratiquement 300-400 francs par jour et à l'école, mais elle n'arrive pas à aller manger à 10 heures. Et un autre cas d'enfant, toujours à chose, le directeur reconnaissait que l'enfant, il est suffisamment intelligent. Mais il ne sait pas comment il n'arrive pas à exploiter tout son potentiel. Et quand on a investigué, voici un garçon, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il te faut pour réussir? Parce que voilà la question. Quand on a demandé à la rentrée, est-ce que tu es prêt? Quand on a fixé le calendrier et les objectifs, il faut demander à l'enfant qu'est-ce qu'il te faut pour réussir, pour atteindre tes objectifs. Quand j'ai demandé, il dit que maman me donne un peu de temps. Voilà un garçon qui sort de l'école à 17h, 18h, il va maintenant se charger d'un bagage, il va se promener dans Cotonou, aller vendre et venir dormir à 1h, 2h pour reprendre l'école à 7h. Parce que maman estime qu'il doit contribuer à son éducation et voilà, il faut qu'il aille vendre. Donc, il demande un peu de temps. Si maman peut me permettre de dormir autour de 21h, 22h, je vais faire mieux à l'école. Voilà, c'est toute la demande qu'il nous a adressée. Donc, pour dire les pièges à éviter pour les parents, ne faites pas des enfants vos souffres-douleurs. L'enfant n'a pas besoin de savoir. À la limite, quand l'enfant doit savoir que vous avez des difficultés financières, c'est pour l'amener à vous accompagner. Parce que l'enfant qui sait que le maître a écrit 12 cahiers, mais mon papa, la situation financière dans laquelle il est actuellement ne peut pas m'acheter les 12, et il s'est débrouillé m'acheter 9, qui comprend
Quand il va aller à l'école, c'est lui qui va argumenter pour qu'on ne le renvoie pas. Mais quand il ne sait pas et que vous avez toujours fait comme j'ai les moyens, il ne sait pas. Quand on le renvoie, il revient vers vous pour que vous ajoutez le complément. Donc être totalement transparent, c'est cela. C'est la transparence. Donc, piège à éviter. Certains parents ont aussi quelques habitudes. On dit, voilà, tu ne dois pas beaucoup manger, tu dois peu manger. Par rapport à la gastronomie, bon, je sais que vous n'êtes pas diététicien, mais est-ce qu'il n'y a pas une alimentation qui accompagne le psychique de l'enfant? Obligatoirement. Et vous voyez, bon, on dit souvent que je suis défenseur des enfants et tout, mais c'est une bonne chose. Oui. L'enfance, c'est une période très extraordinaire. Oui. C'est la période où tout est possible. Et je dis souvent, vous êtes le fabricateur de ce produit. Quel produit vous voulez livrer au monde? Vous aviez 18 ans pour livrer un bon produit. Maintenant, à vous de voir quelle stratégie vous adoptez. Est-ce que vous voulez fabriquer un clone de vous ou bien vous voulez permettre à cette tête-là de se développer bien? Et la nourriture fait partie. Parce que pour que son cerveau se développe bien, pour qu'il nourrisse bien et qu'il ait de l'énergie pour se développer, il faut qu'il mange et qu'il mange bien. Et je dis souvent aux parents, ce n'est pas une question de moyens financiers. Genre, l'amener, glace, tant, non. Associez toujours l'enfant au choix. Mais si c'est lui qui décide de manger de la glace c'est ce que je dis. C'est extraordinaire. Encore, permettez. Souvent, je prends des exemples que j'ai vécus. L'année passée, une dame qui a eu dans son commerce un peu de moyens vient à la maison. En fait, elle est allée vendre le jour, ça a bien marché. Elle vient pour faire plaisir à ses enfants, elle dit, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez que je vous offre? Dans un ego de parents qui a l'argent. Donc, la fille qui est en 5e, avec ses camarades, a appris qu'on a réfectionné Kirikou. Et que ça... Sans vouloir faire de la pub, évidemment. Bon, oui, bien sûr. Et que ça marche bien. Elle dit à sa maman, allons dans cet endroit. Dans cet endroit. Et sa maman qui s'alame. Imbécile. Est-ce que tu ne veux pas connaître le peu? Et je lui dis, mais maman, elle a tort où? Dis-moi, pourquoi tu l'as insultée? Tu as demandé, vous voulez quoi? Elle dit, je veux aller là pour manger tant. Mais quand si tu étais revenu, tu dis, il y a des macaronis, il y a gari, il y a riz, il y a... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui? Il va faire le choix dans tes propositions. Voilà. Donc, il faut savoir communiquer, il faut savoir amener les enfants à faire le choix. Donc, ce n'est pas une question de j'ai l'argent, mais il faut que ce soit équilibré. J'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Ce n'est que ça qu'on chante aux enfants. Et mieux encore, ceux qui ont l'argent disent je n'ai pas le temps, je vais chercher l'argent. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Merci, Patrick. Oui, il y a toujours des questions. Il a filé complètement. Nous avons beaucoup appris. Enfin, c'était juste une autre question. Quelques secondes. Oui, lorsque vous avez un enfant qui est difficile par rapport au manger et qui se dit, enfin, l'enfant ne mange pas du tout. Et est-ce qu'il faut le laisser dans cette attitude psychologiquement, psychiquement, très rapidement, le pousser à manger? Non, c'est là que vous utilisez votre autorité parentale. D'accord. Trouvez les moyens pour que l'enfant puisse manger parce qu'il a besoin de manger. S'il faut, faites intervenir un spécialiste pour l'accompagner. Commencez par lui expliquer pourquoi il doit manger. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous, Monsieur André Alironou. Nous avons beaucoup appris. Ces thématiques sont d'ailleurs très, très utiles. Ce n'est pas Osias qui me dira le contraire. Place à présent à sa rubrique politique. C'est parti. À l'ordre du jour, déjà à nouveau bonjour. Merci. J'aime bien vous saluer. Jennifer, bonjour. Alors on parle aujourd'hui de quitus fiscal, entre autres. Tout à fait. On va dire, je vais dire le titre de la chronique, c'est quitus fiscal pour la présidentielle. Ça résume tout, en fait, toute l'actualité politique aujourd'hui qui règne sur la scène politique au Bénin, les candidatures déjà annoncées du côté de la majorité, du côté de l'opposition qui est attentiste, qui attend de voir on ne sait pas quoi encore. On va en parler et quelques angoisses autour du quitus fiscal, précieux document des impôts pour pouvoir prétendre
avoir toutes les cartes pour aller aux différentes élections, d'ailleurs, pas que présidentielles. Alors, la question que nous posons aujourd'hui, nous la posons à un acteur de l'opposition parce qu'on a décidé ici d'être équilibré, de faire alterner les acteurs des différents camps. Donc, après un acteur de la majorité hier, bonjour à vous, monsieur Théophile Agboufou. Vous êtes le vice-président de la NFN, la Nouvelle Force Nationale, l'un des acteurs clés du cadre de concertation de l'opposition au Bénin. Merci d'être là. Merci, bonjour à vous également. Je profite pour saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs avant d'entrer dans le... Merci pour cela. On va commencer par la dernière actualité avant de revenir sur la question du quitus fiscal. La dernière actualité, vous l'avez suivi dans le bulletin d'information, c'est la présentation, l'annonce de la colistière du duo de la majorité présidentielle. Là, on a affaire à une sorte d'équilibre intergénérationnel, équilibre d'atouts entre, je vais dire, l'équilibre géographique et sociologique, d'accord, et puis aussi l'équilibre entre l'expertise managériale et l'expérience politique. Est-ce que c'est ce à quoi on aura droit du côté de l'opposition qui nous fait languir depuis quelques jours avant de connaître sa carte? Non, je crois que, contrairement à vous, je pense qu'il faut aller au-delà de ce que vous appelez équilibre. Parce que le Bénin est un et indivisible. On peut choisir deux personnes, je dirais deux personnes d'un même village pour diriger le Bénin. Il faudrait qu'on efface de la tête des Béninois qu'il y a encore une partie du Bénin, il y a une autre partie du Bénin qu'il faut forcément associer. Non, nous avons dépassé ce niveau-là. Nous souhaitons que le débat, surtout que vous êtes des acteurs de la communication, je souhaite vivement qu'on enlève ce débat d'équilibre régional qui existe depuis nos aînés. Et il faudrait qu'on rentre désormais dans le schéma d'un Bénin unique, d'une terre qui appartient à toute la population béninoise et que n'importe quel duo de n'importe quelle localité peut vraiment diriger le Bénin. Et l'autre aspect de la chose... Vous avez le sentiment qu'on a complètement déjà fait nation et qu'on est uniquement attaché au principe républicain ou en fait c'est le travail qu'on doit continuer à faire? Nous, justement par votre posture volontariste. Je suis très heureux que nous sommes de cette génération-là qui nous sentons à l'aise sur toute l'étendue du territoire national. Donc, je voudrais que vous, en tant qu'acteur de la communication, que vous n'allez pas sur ce terrain-là. De l'autre aspect de la chose, c'est que nous sommes en politique et il faut qu'il y ait vraiment de l'alternance. On aurait souhaité, bien que nous ne savons, à notre niveau, nous savons qu'il n'y a pas encore de candidats parce qu'on ne sait qu'il y aura, on ne connaîtra les candidats que le 14 octobre. Tout ce qui se passe, c'est du folklore pour nous. Et nous estimons que celle qui a déjà passé 5 ans... Ce n'est pas impératif le 14 octobre. Chacun est libre de sortir sa carte à n'importe quel moment. Nous avons entendu... Pourvu que ce ne soit pas après le 14. Nous avons entendu des déclarations de candidature à la candidature dans des partis politiques ici qui n'ont pas été... qui n'ont pas suivi les mêmes engouements. Oui. Et ça, c'est la presse, c'est la communication. Donc tout ce qui se passe, c'est de la communication. Ce n'est que le 14 octobre que nous allons savoir qui sont vraiment les candidats. Oui, mais vous n'allez pas attendre le délai légal avant de sortir votre carte. Ça ne correspond à rien. Il n'y a pas de candidat avant le 14 octobre. Parce que tous ceux qui s'annoncent comme candidats, ce n'est que lorsqu'ils iront déposer leur dossier qu'on saura qui est qui. Oui, mais ça, c'est au plan légal. Ah, justement, ce que vous dites m'amène à vous poser une question très fâcheuse par rapport justement à une attitude, non, une question critique par rapport à une attitude fâcheuse de notre classe politique qui joue à offrir au peuple électeur des acteurs, des candidats à la gestion de son destin suivant le principe de la génération spontanée. C'est-à-dire qu'on les découvre à la limite de façon ultime. On ne donne pas au peuple le temps de les examiner, d'aller tâter ce qu'ils sont véritablement derrière avant de pouvoir faire son choix. Mais ça, c'est fâcheux, ça. Non, je voudrais vous rassurer. Oui.
C'est-à-dire qu'on a essayé. Dans des pays démocratiques qui se respectent, il faut bien observer. Même parfois c'est 1-2 ans avant l'élection, avant le délai de dépôt de candidature officielle, qu'on annonce le candidat. Voilà ce que nous vous proposons. Examinez-les, analysez ce qu'ils sont, et puis après, bon, on fait le choix à l'intérieur. Observez bien la classe politique. Vous allez constater que nous sommes dans une phase de clochardisation. C'est-à-dire? Oui. En réalité, on a pensé à une réforme qui va permettre, dans un premier temps, de montrer à l'opinion publique nationale et internationale que les politiciens ne valent rien. D'accord? Et on nous a dit que c'est les partis politiques. Nous avons toujours dit en notre sein que la présidentielle est un rendez-vous entre le peuple et un homme. Et ces hommes, il fallait les connaître depuis. Mais on nous a dit non, il faut connaître les partis politiques. Il faut que les partis politiques soient l'organe qui en réalité conquiert et exerce le pouvoir politique. Donc, l'homme, ça fait que vous auriez pu le dire depuis. Mais c'est curieux. Tournez votre micro et demandez aux Béninois s'ils connaissent leur ministre, s'ils connaissent leur député. Les Béninois ne connaissent plus leurs députés, les Béninois ne connaissent plus leur ministre. Ah bon? Moi, en 96 déjà. C'est quand même curieux ce que vous dites, parce que au moins pour une fois, on a eu une gouvernance où des ministres sont restés 9 ans, 8 ans. Je vous dis, malgré ça, les Béninois ne connaissent pas ceux qui les gouvernent. Les Béninois connaissent mieux les partis politiques désormais que les hommes politiques. Et en quoi c'est fâcheux? En quoi c'est... Non, c'est ça qui amène à ce que vous venez de déplorer. Vous voyez un peu? Ah bon, quand on fait une réforme pour éviter la personnalisation du pouvoir politique, vous considérez que ce n'est pas normal, c'est ça? Mais en même temps, vous avez bien... Ou des personnes, des individus possédaient les appareils politiques avec leurs moyens financiers et manipulaient. Non, n'allez pas on n'a pas connu ça, vous me dites. N'allez pas sur ce sens. N'allez pas dans ce sens. Restons dans le sens où on est. C'est ce qu'on dit. Pour dire que si on devait connaître l'homme politique qui va diriger le pays il y a 2 ans, ce serait peut-être les présidents de partis politiques. Ceux-là doivent émerger des partis politiques. Mais nous sommes dans aujourd'hui dans un schéma aujourd'hui où les acteurs politiques qui sont à l'image des partis politiques, en fait, qui ont vendu l'image des partis sont là, et on nous donne des candidats qui sortent de n'importe où. Et je voudrais revenir sur la question pour ne pas l'oublier, par rapport au choix, puisque vous avez demandé qu'on en parle, j'aurais bien voulu qu'on nous serve de l'alternance. Quand un duo passe, que le duo passe entièrement et qu'un autre duo s'installe. C'est le choix de la mouvance et on va voir le 14 octobre. Et j'allais demander justement comment ça évolue dans votre camp, le camp de l'opposition. Si je puis dire, vous avez évoqué l'échéance du 14. En attendant, est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a de petits indices? Vous avez évoqué l'alternance. Les tractations à l'interne. Naturellement. Dans le camp de l'opposition. Naturellement. Parce que c'est sur ce terrain qu'on vous attend. L'opposition se prépare pour présenter son duo de candidats. Et vous saurez le duo de candidats. Que vous êtes sous le choc titanisé par l'annonce de vos challengers. Pas du tout. En réalité, il y a comme une sorte d'anesthésie. En réalité, pas la mouvance. Bon, la mouvance, oui. Sinon, on veut nous imposer un rythme qui n'est pas notre rythme. Vous préférez prendre votre temps et attendre le 14 on ne préfère pas prendre notre temps. Pour désigner un candidat, il y a une procédure à suivre. Ce n'est pas parce que votre challenger sort de son chapeau magique quelqu'un que vous allez courir pour laisser votre procédure et aller choisir un autre candidat, l'évocation que vous faites de la procédure, de la démarche, du processus, on l'espère démocratique au sein de l'ensemble de l'opposition. Donc, on va assister à des primaires, c'est cela? Si vous n'assistez pas à des primaires, vous allez assister au moins à une désignation en Conseil national. Ce ne serait pas fait comme on annonce d'abord par les TikTokers, les gens de Facebook, et que ce n'est qu'après ça que les partis prennent des notes pour dire oui, on a désigné. On aurait bien souhaité que même si la désignation est faite par les partis politiques, que les partis politiques annoncent d'abord, avant que les réseaux sociaux
ne fasse cette annonce-là. Super. Donc, on aurait aimé voir les partis politiques s'emparer de cette question, faire en tout cas, engager un processus démocratique en leur sein, après quoi on annonce au peuple, voilà, ce qu'on lui propose comme candidat à la gestion de la gestion, ce qui n'empêche pas, ce qui n'exonère pas les partis de l'avoir fait un peu plus tôt. Donc j'insiste sur la nécessité de présenter au peuple un peu tôt quand même son candidat pour qu'il il analyse et juge et pour pouvoir avoir vraiment un véritable choix. Pour finir, je vais vous dire que la présidentielle est en avril 2016. Oui. Et qu'il y a mieux à faire. En avril 2026. Ah non, excusez-moi beaucoup, en avril 2026. Je répète, la présidentielle est en avril 2026. Et il y a un autre calendrier, il y a une autre activité qui est les élections législatives et communales. Tout à fait. Mais pour le moment, on a l'impression que même pour la désignation du candidat de l'opposition, il n'y a peut-être pas de l'unanimité parce qu'au sein du cadre de concertation, il y a des brouilles. À entendre le président du MPL qu'on a reçu ici, M. Tébé, d'abord il s'est retiré, ce qui est déjà un signe pas très réjouissant pour la cohésion au sein. Qu'est-ce qui se passe en vérité? Parce qu'il a considéré que vous n'êtes pas unis derrière l'idée d'avoir un candidat. Non, pas du tout. Vous savez, nous sommes à la veille des élections et je ne veux pas prendre trop du temps. D'accord. Donc, le président Tébé, qui est un ami personnel, un frère que j'appelle un frère, il a fait son choix à un moment donné, vous savez, certainement sous la pression et sur la base d'autres considérations qu'il ne m'a pas encore expliquées. Mais il s'est expliqué ici. Mais c'est parce que vous ne vous entendez pas sur le principe de vous entendre pour désigner un candidat, ou un duo de candidats. Je suis sûr que vous savez et que vous avez compris. Il vous reproche d'aller en rang dispersé. Vous avez compris que ce qu'il a dit ne vous a pas convaincu. Parce que c'est pas à nous d'être convaincus, c'est le peuple qui écoute. Parce que je vais vous l'expliquer. Très bien. Vous savez, chez nous, c'est un non-événement. Parce qu'il n'y a pas de problème qui justifie que quelqu'un se sépare, que quelqu'un sorte du cadre de concertation de l'opposition à la date d'aujourd'hui. Il n'y a aucun problème qui pourrait justifier qu'on quitte. C'est tellement que M. Tébé a des informations que nous n'avons pas encore. Parce que nous sommes en train de travailler. Même ici, vous avez votre point de vue, j'ai mon point de vue. Mais ça ne nous empêche pas de continuer notre émission. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun cas dans le cadre de concertation. D'abord, je vous rappelle... Il a parlé de décisions qui ont été prises sans consulter. Je voudrais vous rappeler que le cadre de concertation a des objectifs clairs. Dans un premier temps, le cadre de concertation, c'est pour faire un certain nombre de revendications. La révision du code électoral, la relecture du code électoral révisé, il y a l'audit du fichier électoral, la liberté d'expression, la libération des prisonniers et otages politiques, le retour des exilés politiques. Donc, ce sont les objectifs autour desquels vous êtes réunis. On s'est réunis depuis novembre 2024. Mais pas pour aller d'abord à la conquête ensemble. Du pouvoir politique. Maintenant, quand la question est venue de travailler ensemble pour aller aux élections, c'est normal qu'on en discute. Et dans cette discussion, M. Tébé n'a pas pris position. Il dit, mon parti ne va pas aux élections, ce qui est normal. Et nous avons dit, OK. Parce qu'il n'a pas de parrainage. Non, ce n'est pas le parrainage, parce que aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur le parrainage, mais l'élection même, c'est l'élection législative d'abord. MPL aurait pu aller aux élections législatives, mais ils n'ont pas voulu. Donc, on décide d'y aller ensemble, et puis, dans les préparatifs, c'est normal qu'il y ait des discussions. Et à aucun moment... Et vous n'avez pas fini de discuter. À aucun moment, il n'a montré même son insatisfaction. Il n'a jamais montré son insatisfaction. Il n'a jamais montré une certaine difficulté à collaborer. Moi, le jeudi, on tient une réunion et je crois le vendredi ou le samedi, j'apprends qu'il a déposé sa lettre de démission, alors que la veille, on l'a retrouvé aussi à de l'UPR. Donc, c'est une surprise pour vous. C'est une surprise. En revanche, est-ce que c'est une surprise pour vous d'avoir observé que l'annonce de la candidature de la majorité a suscité curieusement de l'enthousiasme dans le rang d'activistes politiques qui vous étaient plutôt favorables
et féroce contre le camp présidentiel. Je pense qu'on ne partage pas les mêmes opinions par rapport à ça. On peut vous les citer. Il n'y a pas d'enthousiasme. On peut vous les citer je suis surpris. C'est sur les réseaux, hein? C'est factuel. Non. Sur les réseaux, moi, je suis... Et c'est factuel. C'est pas le fruit de l'intelligence artificielle. Je fais partie des rares acteurs politiques très actifs sur les réseaux sociaux. Dites-moi. Et je peux vous dire, on se connaît. Et derrière ce qui se présente sur les réseaux sociaux, on se voit, on se parle et on échange. Le blanc a bien fait les choses, qu'il y ait ce qu'on appelle l'inbox. Oui. D'accord? Donc, quand quelqu'un affiche quelque chose, derrière, il te dit autre chose. Et nous, on est à l'aise. On est à l'aise. C'est de la communication. Ça, nous, on sait que c'est de la communication. Et pour nous, je voudrais vous rassurer que la présidentielle est en avril 2016. Oui. Donc, ce qui se passe là... 26. Excusez-moi vous êtes un peu marqué par 2016. J'ai tellement travaillé en 2016. Donc, la présidentielle est en avril 2026. Et l'échauffement que les gens ont commencé tout de suite là, ils vont s'essouffler quelques jours et vous allez constater. Vous constatez qu'il y a de l'engouement, mais que... Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a qu'à peine 10 ou 13 personnes qui agitent la toile et qui veulent vendre quelque chose. Ça ne prend pas. Au contraire, les gens sont énervés. Et ceux-là, on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer. Ça manifeste parce que, je ne sais pas, Osias le sait, Patrick également, nous avons à la rédaction promené notre micro, mais ce qui revient, c'est généralement beaucoup d'enthousiasme, de l'espoir. Je l'ai dit ici, les jeunes sont très impatients d'accueillir un candidat présenté et qui prône justement ces valeurs. Je voudrais qu'on s'entende sur le fait qu'il faut patienter jusqu'au 14 octobre pour voir l'autre manche. Mais la vraie campagne pour la présidentielle commence après 11 janvier 2026. Ce serait dommage quand même pour le peuple électeur, pour les citoyens. Nous sommes des acteurs politiques et nous savons que le jeu qui est joué, le jeu qui est imposé pratiquement en demandant qu'on dépose la candidature de la présidentielle avant les élections législatives, alors que les élections législatives viennent plus tôt que la présidentielle, nous n'allons pas jouer à ce jeu. Nous n'allons pas nous laisser prendre à ce jeu pour que la campagne présidentielle inhibe la campagne des législatives. C'est votre stratégie. De toute façon, toutes ces élections sont liées. Vous savez, la présidentielle est liée aux législatives. Non, nous souhaitons et nous vous demandons en tant que Béninois d'abord, qu'on ne noie pas les élections législatives dans la présidentielle. Parce que ça va très mal jouer pour notre pays pour les 10 prochaines années. Sur la question du quitus fiscal, est-ce que vous pensez que les démocrates, principal parti représenté à l'Assemblée, s'angoissent pour... ce parti a de vraies raisons de s'angoisser par rapport au quitus fiscal? Tous les partis politiques du Bénin, tous les partis politiques de l'opposition, plutôt j'allais dire, doivent s'inquiéter. Pourquoi? Et d'ailleurs s'inquiètent. Les démocrates invoquent le déclenchement tardif du processus d'attribution et aussi, ils récusent le choix imposé de choisir justement son élection à laquelle on requiert le quitus fiscal. Moi, je vais vous donner 3 raisons pour s'inquiéter. Pour s'inquiéter de ce dispositif qui est un dispositif d'exclusion et de confiscation du pouvoir politique. Expliquez-nous. Première raison, le Code des impôts a prévu les dispositions par lesquelles le service des impôts, la Direction générale des impôts va récupérer ses impôts. D'accord? Tous les citoyens qui ne payent pas leurs impôts ont des pénalités à payer, ont des peines qui sont déjà prévues par les lois. Mais le politicien a habilement montré que, bon voilà, moi je veux faire en sorte que les politiciens payent leurs impôts, et il glisse une disposition de confiscation du pouvoir dans le code électoral pour dire, avant que les gens ne soient candidats, ils doivent présenter leur quitus fiscal. Alors qu'on sait que dans une élection, il y a la partie qui est au pouvoir et il y a l'opposition qui doit aller. Maintenant, la deuxième chose
c'est qu'il y a une opacité dans la délivrance. Ah, excusez-moi beaucoup. Mais ce que vous dites, c'est excusez-moi, non, laissez-moi beaucoup. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous qui êtes là, vous êtes journaliste. Oui. Combien de ministres, avant leur nomination, ont déposé leur quitus fiscal? Mais justement, combien de coordonnateurs de projets gérant des milliards de ce pays ont déposé leur quitus fiscal avant d'être nommés? Excusez-moi beaucoup, aller jusqu'au bout de mes idées. Ce quitus fiscal, je voudrais que vous reconnaissiez dans un premier temps que c'est un dispositif d'exclusion et de confiscation du pouvoir, parce que je ne peux pas aller demander à mon adversaire de me délivrer un document dont il a la liberté, la possibilité. L'administration fiscale n'est pas votre adversaire. Non, excusez-moi beaucoup. L'administration fiscale est sous... Et vos co-religionnaires, les démocrates, ne tiennent pas le même discours que vous. Non, excusez-moi Ils beaucoup. Reconnaissent la nécessité pour tout acteur politique. Non, je vous dis la nécessité pour les acteurs politiques. Les acteurs politiques, ce n'est pas seulement les élus. Vous demandez à quelqu'un qui veut être élu CA, et qui va peut-être gagner environ, peut-être au plus à Cotonou, je ne sais pas, sinon dans les autres communes, plus de 150 000 mois. On lui demande le quitus fiscal pendant que le ministre afin d'être en règle, pour qu'on soit sûr qu'on peut lui faire confiance. Je vous dis, est-ce que cette règle est appliquée au ministre? Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous ne devrez pas dans l'opposition travailler à ce que cela soit élargi à toutes les fonctions. Si ce n'est pas, si ce n'est pas appliqué au ministre, au bout de l'équité que vous souhaitez. Si je suis député, si je suis député, je ne voterai pas cette loi simplement parce que au moment de son application, il y aura asymétrie d'information. Comment savez-vous que ceux qui sont de la mouvance sont à jour de leur impôt avant qu'on ne leur délivre le quitus fiscal? Est-ce que ce n'est pas cela qu'il faut travailler? Je vous dis. Est-ce que ce n'est pas cela qu'il faut travailler? Je vais vous donner l'exemple. En 2023, pendant que les acteurs de la mouvance ont reçu leur quitus fiscaux, il y a que les partis de l'opposition, n'ont pas eu leur quitus fiscaux jusqu'à un moment donné. Et c'est le cas de la nouvelle force nationale qui, en plus des quitus fiscaux confisqués, il y a eu des problèmes comment dire, ils ont créé des problèmes sur la liste des candidats présentés pour dire qu'il y a une erreur d'homonymie. Et dès que, au niveau de la Cour constitutionnelle, la liste a été déboutée, on a appelé, en même temps, en moins d'une heure, on appelle pour dire venez chercher vos quitus. Mais pourquoi l'opposition n'en fait pas une question de principe, une question majeure et ne demande même pas des enquêtes autour? La loi est viciée. La loi est viciée à ce niveau. Et moi, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est donnée ici pour demander à mes collègues, à mes amis de la Direction générale des impôts de jouer leur partition dans l'histoire de notre pays en délivrant. Je sais qu'ils ont la pression. Ils auront la pression de retenir mais c'est politique. Ils auront la pression de retenir les quitus fiscaux des opposants, mais qu'ils fassent leur travail en toute impartialité, parce que chacun de nous a un nom à sauver dans l'histoire. On vous aura entendu. On l'aura compris. Merci beaucoup. Joseph, nous sommes malheureusement à la fin. Le débat, il était très passionné. Mais rassurez-vous, vous serez encore invité sur des plateaux de débat où vous aurez en face des acteurs de la majorité pour en discuter de long en large. On a voulu vous recevoir pour vous prononcer aussi sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, on va vous raccompagner également vos invités le temps d'installer le prochain plateau. Et voilà, elle est en train de s'installer avec son invitée Yasmine Damata et qui va nous entretenir bien sûr dans la chronique santé. Elle est avec Ghislaine Adimi qu'on a toujours du plaisir également à recevoir sur ce plateau. En face également son invité. Bonjour chère dame, je suis bien contente quand le plateau il est féminisé. Voilà, nous avons. Quand c'est à 75%. À 75%, vous m'excluez?
J'ai dit 75, là, attends, c'est pas parce que... Oui, je préfère. Pas parce qu'il est seul. Oh là là. C'est 25%. Je crois que je vous dois un petit coca. Merci beaucoup. On sent la fibre féminine en vous. La féministe, on vous connaît pour ça. Défenseuse des femmes. Coucou à l'INF, notre représentante sur ce plateau. Bonjour, chère dame, Ghislaine, Yasmine. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Et bonjour à tous les amis téléspectateurs. Un plaisir également de recevoir vos invités qu'on va découvrir. On commence par Yasmine, bien sûr, dans Instant Santé. Merci beaucoup, Jennifer. Bonjour à vos fidèles téléspectateurs. Bonjour, fidèles téléspectatrices. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du stress. Vous n'êtes pas censé oublier cette partie où nos enfants, quand il s'agit d'aller à l'école, ils pleurent. Ou carrément, quand ils sont déjà à l'école, c'est de subir les brimades de leurs camarades. Comment gérer ce stress en tant que parent? Comment l'encadreur également peut gérer le stress au niveau de l'enfant? Toutes ces réponses, vous les aurez, mais avant, je nous invite à suivre ce petit élément que Cynthia Quimpon nous propose. Avec bien sûr la complicité de la réalisation, nous allons certainement avoir l'élément. Mais avant, je peux commencer si... Évidemment, on entre dans le vif du sujet. Puisque j'ai déjà des parents sur ce plateau, Jennifer, vous êtes parent? Évidemment. Voilà, merci beaucoup. Et je suis tata aussi. Donc, et j'ai Ghislaine Adimi qui défend beaucoup la femmes cause et l'éducation et des filles. Enfants. Et des filles. Je suis mère, grand-mère déjà. Oh là non. Mais vous êtes bien jeune pour une grand-mère. Mais si j'ai ma filleule ou mes filleules qu'on déjà enfantées, c'est que je suis mère et je suis grand-mère. Oui, c'est vrai. Une grand-mère bien jeune. Puisqu'on a une grand-mère sur le plateau, c'est de voir avec cette grand-mère comment est-ce qu'elle arrive déjà à gérer le stress au niveau de ses enfants ou de ses petits-enfants. Pour la rentrée scolaire. Face à la rentrée scolaire. Merci beaucoup. Déjà, comme l'a dit le psychologue tout à l'heure, c'est une question de planification. Moi, personnellement, j'ai déjà expérimenté le fait de discuter avec l'enfant, de voir ce que l'enfant même attend de lui-même, mais ce que l'enfant propose et d'essayer de l'accompagner. C'est une thérapie qui m'a été appliquée à un moment donné de ma vie et que j'ai essayé de implémenter une fois devenue maman. Une fois devenue maman. En fait, c'est bon, on va dire que j'ai de la chance, mais c'était pas ça à la base. Ce qui a failli créer un problème dans mon cursus scolaire. Et j'ai eu vraiment de la chance d'avoir été vite récupérée et la thérapie a été mise en place, ce qui m'a aidé à un moment donné à reprendre. Mais il faut vous dire que j'arrivais déjà au niveau, pratiquement au niveau supérieur. Et là, j'ai pris la résolution de l'appliquer sur mes propres enfants et j'ai fait l'expérience. Je le dis toujours, ça marche. On trouve peut-être que vous êtes trop douce avec les enfants et tout ça, mais cela ne m'empêche pas d'être la maman avec la chicotte à la main. Mes enfants ne me connaissent pas à part ça. Mais je pense que là, c'est le bon exemple. C'est le meilleur exemple. Jennifer a dit justement, vous avez de la chance. Pourquoi vous dites qu'elle a de la chance? Justement parce que pour la génération de Ghislaine, moi je pense qu'on a été plutôt habitués, en tout cas voilà, dans notre environnement, au bâton. On ne vous écoute même pas. On ne vous pose même pas la question. Pas du tout. Tu travailles ou pas, c'est la chicotte tout de suite. Alors que moi je pense justement qu'on devrait prioriser la discussion. Je ne sais pas, j'ai l'impression, j'ai l'habitude de dire que nos enfants, les enfants de cette génération, sont un peu différents, leur cerveau est différent. Je pense qu'il faut aller avec la communication, ne pas forcément brimer, sinon on pourrait avoir l'effet contraire. On aurait dit que vous avez dit, c'est bon, j'ai compris. Vous avez tellement de solutions, mais déjà... moi, je vous pose la question en quelques petites secondes. Non, on va revenir sur la question, mais déjà, on va repréciser qu'il y a sur le plateau un médecin pédopsychiatre qui va mieux nous donner des conseils. Oui, on a tous nos appréhensions sur comment gérer le stress, mais est-ce que c'est la bonne formule? On ne sait pas. Avec elle, on va mieux voir. Elle, c'est Myriam Akowano. Merci. Bonjour, comment vous allez? Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Je vais bien, merci pour l'invitation. Je précise que notre invité, le seul homme sur ce plateau, il ne va pas échapper. Il aura aussi sa question tout à l'heure. Mais avant... Pour commencer, docteur, dites-nous, généralement à la reprise, surtout à la maternelle, on voit souvent les enfants pleurer. C'est parfois d'autres qui veulent repartir à la maison. Pourquoi? Déjà, merci pour la question. Et par rapport à ce que vous venez de dire, c'est quelque chose qui est fréquent, que nous remarquons généralement, le plus souvent chez les enfants tout petits. Et il faudrait déjà savoir que c'est un phénomène qui est naturel pour les enfants
en plus bas âge, parce qu'à un certain âge, à cet âge, en fait, l'enfant n'a pas la conscience du fait que sa mère qui se sépare reviendra, en fait. Donc, pour l'enfant, c'est que il y a la séparation, elle est définitive, et l'enfant le vit comme étant l'abandon. Et à tout cela s'ajoute l'environnement, l'environnement qui est carrément différent de ce qu'il avait l'habitude de voir, et les individus, les personnes qui l'entourent qui sont différentes, les règles qui varient, parce que l'enfant, à la maison, il avait son sentiment de toute puissance, il pouvait prendre telle chose, et puis c'était lui. Et là, tout change, et tout cela peut être des facteurs, en fait, qui expliquent les pleurs chez l'enfant du bas âge, de la maternelle au début de la rentrée. Et là, c'est primitif, ça, c'est tout à fait normal. Avec un peu de patience, la bienveillance des encadreurs, des enseignants de la famille, il finira, après quelques temps, à s'habituer à cet environnement-là. Mais quand il s'agit plutôt d'un enfant plutôt du primaire, qui était déjà habitué à l'environnement scolaire, qui n'a pas son premier contact avec le milieu scolaire et qui manifeste quand même cette peur avec des pleurs et tout, alors là, il faut quand même savoir que c'est un signal d'alarme qu'il faut prendre au sérieux. Cela peut traduire beaucoup d'autres choses sous-jacentes en dessous, peut-être même des traumatismes ou bien des chocs reçus par le vécu de l'année précédente, ou encore beaucoup d'autres choses. Un enseignant trop rigide, un enseignant peut-être trop difficile, un enseignant carré et en dehors des chocs personnels que l'enfant a peut-être vécu, en lien avec peut-être du harcèlement scolaire, des moqueries en milieu scolaire, il peut y avoir les encadreurs qui peuvent être trop exigeants quand l'enfant sait que l'année prochaine, je serai dans la classe de tel répétiteur et tel maître qui m'attend déjà avec certains. Donc cela peut susciter en fait chez l'enfant cette peur-là. Et là, on a déjà 2 cas de forme de stress que l'enfant peut avoir. C'est déjà la peur de laisser partir le parent, de rentrer dans un univers qu'il ne connaît pas, ou l'appréhension, déjà on sait que le maître, il est dur, il est difficile. Quelles sont les autres formes de stress que l'enfant peut être amené à faire face? Merci pour la question. Déjà, pour parler des différentes formes de stress, nous irons déjà sur le stress académique, qui a un lien avec tout ce qui est école, performance scolaire, notes en classe et tout. On peut avoir aussi le stress social, qui est en lien avec les rapports avec ses semblables, les pairs. Et là, on parlera d'un enfant qui a été peut-être tout ce qui est de l'ordre de la moquerie et tout. On parlera également du stress en lien avec le milieu familial, mais qui se répercute sur la vie scolaire de l'enfant. Et là, c'est beaucoup plus quand, dans la famille, il y a des problématiques qui sont difficiles. Je prends l'exemple d'un deuil parental, par exemple, une séparation du couple parental ou des événements difficiles que l'enfant vit dans son cercle familial, mais qui a de répercussions, en fait, sur son environnement à l'école. Il y a le stress post-traumatique. Et là, c'est beaucoup plus quand l'enfant a été victime de tout ce qui est violence, abus excessifs dans le cadre scolaire. Et je vais m'en arrêter là pour Merci beaucoup. Je veux bien qu'on aille directement à comment gérer ce stress au niveau des enfants, mais je veux bien écouter le seul homme sur... le seul coq de la Basco. Oui, c'est juste le mot. Le seul coq de la Basco sur le plateau de Bonjour le Bénin. Pour le cadre de cette rubrique, de ce court instant, dites-nous comment vous, en tant que père, vous arrivez à gérer le stress quand l'enfant dit qu'il a des soucis à l'école. Déjà, merci pour l'invitation. Au plaisir. Franchement, c'est très compliqué. Par exemple, nos parents, à nous, ont l'habitude, par exemple, de se servir des bâtons. Donc aujourd'hui, nous, on a développé un peu, on est allé plus loin. Aujourd'hui, on est plus dans les discussions avec les enfants. Et généralement, par exemple, ça se traduit du fait que l'enfant ne mange pas, par exemple, à l'école. Quand tu lui prépares à manger, il revient avec avec lequel il est parti. Donc aujourd'hui, le plus simple, en tout cas ce que je fais en tant que père, je parle beaucoup avec l'enfant, je le rassure en réalité que j'ai passé par là, qu'aujourd'hui je suis quelqu'un, mais il faut passer par là. C'est notre quotidien et c'est pas vraiment facile non plus. Mais c'est des choses qu'on essaie de discuter avec l'enfant. Donc vous allez plus au dialogue avec l'enfant. Tout à fait. Alors docteur Akoa, nous dites-nous, est-ce que le dialogue c'est toujours la meilleure solution pour vraiment apporter une solution à l'enfant? Déjà, il faudrait dire que le dialogue est quand même important entre parents et enfants. Lorsque le stress est là et que c'est visible, il faudra le reconnaître et dialoguer
pour pouvoir avoir des solutions. Déjà, il faut savoir que c'est important pour le parent de ne pas banaliser en fait les plaintes de son enfant. Il est important d'accueillir la souffrance de l'enfant, de l'écouter quand il vient avec des plaintes ou quand on constate qu'il est stressé. Ce n'est pas le fait de lui dire on a tous pris par là, c'est pas ta première fois d'aller à l'école, arrête ça, tu exagères et tout. Non, il faut pouvoir accueillir les plaintes ou les inquiétudes de l'enfant. Il faut lui offrir l'espace de pouvoir verbaliser et comme solution qu'on pourrait apporter quand on sent vraiment le stress venir à l'approche de la rentrée, on pourrait en fait mettre en place un peu comme un cadre plutôt sécurisant et anticiper. L'anticipation aide beaucoup dans ce cas-là, quand il y a la rentrée scolaire et qu'on pressent déjà que l'enfant manifeste déjà des inquiétudes. On pourrait par exemple faire un tour avec l'enfant au niveau de son école. Aller à l'école en voiture ou avec le moyen de déplacement dont les parents disposent, aller avec l'enfant à l'école et tout au long du trajet, peut-être se ressasser un peu les moments positifs, tout ce qui était bien lors de l'année académique précédente. Une fois dans l'école, entrer en contact avec les enseignants, permettre à l'enfant d'entrer en contact, de connaître, d'identifier quelques-uns de ses enseignants déjà. Cela lui permet de pouvoir appréhender un peu ce qu'il attend à l'année qui va commencer et démarrer. Et c'est aussi important, après tout ce scénario, en fait, de revenir et de rassurer en fait, l'enfant par rapport à tout ce qu'il présente, tout ce qu'il aura au cours de l'année. Et quand on identifie des symptômes quand même qui sont un peu inquiétants, que nous allons peut-être aborder plus tard, c'est quand même important de s'arrêter et de questionner. Est-ce que l'environnement à la maison n'est pas trop exigeant? Et pour ça, il faudra temporiser l'enfant et le rassurer par rapport au fait que l'école, ce n'est pas le lieu de performance de façon continue. On est là pour l'accompagner, lui rassurer en lui disant on est là pour t'accompagner même quand tu as des difficultés, on est là pour te soutenir. Et quand les symptômes deviennent marquants, il faudra faire recours à un professionnel de la santé. Deux fois que vous avez parlé des symptômes, justement, est-ce que c'est le moment de nous dire quels sont ces signes pour reconnaître un enfant qui subit un stress en milieu scolaire? Déjà, il faudra pouvoir observer, prendre le temps d'observer son enfant et pouvoir identifier des changements notables en fait dans des minimes changements déjà, qui sont des signes d'alerte dans son fonctionnement. D'accord. On fait signe que votre élément il est prêt. Vous gardez bien ce que vous nous dites. On va suivre avec la complicité de la réalisation et on revient pour poursuivre la discussion. La rentrée scolaire marque pour de nombreux enfants le retour sur les bancs de l'école. Si certains retrouvent leurs camarades avec enthousiasme, d'autres vivent cette reprise avec une certaine appréhension. Stress, inquiétude, voire angoisse accompagnent parfois ce moment. Au Bénin, une enquête du Programme national de santé scolaire en 2023 révèle qu'un élève sur 3 se dit régulièrement stressé par le rythme des cours, les évaluations ou la peur d'échouer. On commence par ressasser tout ce qu'on a fait, par revoir les épreuves. Si j'ai telle note dans telle discipline, j'aurai ci, etc., etc. Le stress s'installe. Les parents aussi. Des fois, ils nous parlent, ils nous disent du genre de ne pas être stressé et que tout ira bien, par la grâce de Dieu. Face à ces situations, chacun développe ses propres astuces pour évacuer la pression. Mais l'accompagnement des parents demeure essentiel afin d'aider les élèves à mieux traverser cette période. Je suis dans la ferme conviction que ça marchera. Les parents aussi, ils ne disent rien pour nous mettre la pression. Parce que même ils savent que nous sommes capables de faire de notre mieux. Avec mon téléphone, les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, je regarde les vidéos. Le fait aussi de rester à la boutique, j'aide maman à vendre les clients, j'arrive à échanger. Donc ça me fait oublier parfois ce stress-là. Les spécialistes, eux, recommandent aux enfants de garder une attitude positive et motivée pour réussir leur année scolaire. Et vous, chers parents, quelles solutions proposez-vous à vos enfants?
On en a vu de toutes sortes, hein, Yasmine Damata. On était au cœur même des scènes auxquelles on assiste généralement au début de rentrée scolaire. Oui, et là, dans l'élément, vous avez vu la jeune écolière, je dirais, ou élève qui nous disait qu'elle n'a pas de stress de ses parents. Mais ce n'est pas toujours évident. Parfois, c'est le parent qui stresse l'enfant, qui veut un résultat de l'enfant, ou c'est l'école ou l'encadreur même qui stresse l'enfant. Comment on peut gérer pour que l'enfant puisse réellement surmonter et apporter le résultat qu'on veut? Merci beaucoup, Madame Yasmine. C'est important de pouvoir prendre le temps de comprendre en fait que ce n'est pas l'école qui stresse vraiment, mais c'est l'attente qu'on a de façon exagérée et c'est l'absence d'accompagnement et d'écoute de l'enfant qui génère en fait le stress. Il faudra faire confiance à l'enfant et à chaque fois lui dire: tu feras de ton mieux, nous sommes là pour t'accompagner et si tu as des difficultés, nous serons là pour te tenir la main. Et l'enfant sait qu'il n'est pas seul dans le parcours académique, il sait à qui avoir recours quand cela ne va pas. Et les enseignants également doivent savoir, et ils le savent parce qu'ils sont formés et en conséquence pour ça, que lorsque l'enfant présente des difficultés, ce n'est pas le lieu en fait de l'effrayer encore plus. Et lorsque les parents identifient en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de leur enfant, qu'ils se sentent à l'aise d'avoir recours à leurs professionnels éducateurs, leurs enseignants, sans se dire que cela aura des représailles. Parce qu'il y a un carnet de correspondance qui est là. Des représailles parfois, justement. Donc, beaucoup de parents ne veulent pas apporter l'information à l'école. On demande à l'enfant de subir. Là, c'est pas intéressant parce que quand on subit, ça peut dégénérer, entraîner des symptômes beaucoup plus graves et même des pathologies et qu'on reçoit en consultation, ce qu'on ne souhaite pas vraiment. Voilà. Merci beaucoup, docteur Akowanou. Je rappelle que vous êtes médecin médecin en pédopsychiatrie. Merci beaucoup. La panne, parce que je ne voulais pas vous laisser, mais Jennifer me fait un gros signe qu'il est malheureusement, temps que je laisse le médecin. Parce que les symptômes, vous avez questionné. Voilà, je vais vous donner la signe pour les parents. En quelques petites secondes rapidement. Pour les signes, déjà, il faudra remarquer l'enfant qui a trop peur de façon anormale et exagérée. Cet enfant-là qui n'était pas replié sur lui et qui d'un coup devient replié. Un enfant qui devient irritable ou dans l'opposition pour un rien du tout. Et c'est aussi cet enfant-là qui peut avoir des troubles du sommeil ou des troubles de l'alimentation ou carrément un absentéisme. L'enfant n'a pas envie d'avoir contact avec l'école. Quand on s'approche, l'enfant commence par avoir peur. Et c'est aussi cet enfant qui a arrêté de faire pipi par le passé au lit et qui reprend de façon anormale à faire pipi. Ça fait partie aussi de quelques signes que nous pouvons rapidement citer pour montrer que l'enfant peut avoir... Là, je peux dire fièrement, merci, docteur Akowanou. Je vous en prie, Madame Yasmine. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, je dis merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez pratiqué l'exercice tel qu'il a dit notre médecin sur ce plateau. Suivez réellement votre enfant, observez. Dès que vous avez ces signes, c'est de discuter, dialoguer avec l'enfant pour voir ce qui l'amène à avoir ce stress permanent. Plus l'enfant n'est pas stressé, moins il est stressé, plus vous avez un résultat. Voilà. Merci beaucoup Yasmine et merci également à vous, docteur Akowanou. Avant de passer à la prochaine rubrique, vous parcourez un peu le Bénin, vous voyez les investissements qui sont faits au niveau du tourisme. Quel est votre regard actuellement? Je ne pourrais que dire bravo à ce qui est mis en place parce qu'en termes de tourisme actuellement, quand même, il y a un progrès qui est considérable et qui est remarquable. Les visiteurs, les touristes le disent quand ils viennent au Bénin. On ne dirait pas que c'est Cotonou, on ne dirait pas que c'est le Bénin. On ne peut que féliciter et encourager les initiatives. Et je suis sûre que Ghislaine aussi apprécie les initiatives. Elle a décidé de mettre en lumière tout ce que le Bénin peut apporter en termes d'attrait touristique. Ce sera bien sûr dans Bénin en mouvement. Libérer la docteure, juste dire, et je suis sûre qu'elle ne va pas dire le contraire, que pour déstresser les enfants, il faut aussi leur planifier un temps de détente. Elle y tient. Bien sûr. C'est la spécialisation de la rédaction. Un temps de détente, et puis c'est la transition pour notre rubrique. Et pour les détentes aujourd'hui, vous venez aussi de l'apprécier. Il y a tellement d'initiatives au Bénin, et ce n'est pas mon invité qui dira également le contraire. Il y a tellement d'initiatives aujourd'hui au Bénin où les enfants aussi ont envie de découvrir le pays. Et M. Romé Diafan, qui est avec nous tout à l'heure, va nous aider à découvrir tous ces sites-là. Donc, merci, docteur, d'avoir approuvé cet esprit. Donc, dites de plus en plus à vos patients, parents,
ou quand ils viennent avec les enfants, de les amener sortir, visiter le pays. Des thérapies qu'on propose naturellement. Oui. Alors, la transition est toute trouvée. Jennifer, on peut y aller? On y va avec le plus grand plaisir. J'ai hâte de découvrir avec vous ce que le Bénin propose et où est-ce que je vais planifier d'aller très, très prochainement. Franchement, malheureusement, il y avait un petit élément qui aurait pu nous plonger davantage ou nous ouvrir le sujet, mais on va quand même en discuter. On va vous mettre l'eau à la bouche, histoire de vous revenir avec des images vraiment alléchantes après. Et comme je le disais tout à l'heure, celui avec qui nous allons parler de la destination Bénin ce matin, c'est notre cher ami, le seul coq de la basse-cour, Monsieur Romain D'Enfant. C'est vrai, hein, il y avait eu deux ou trois autres coqs qui viennent de partir. 4 coqs. Oui, 4 coqs, et nous sommes qui viennent de partir. Donc là, on les a tous renvoyés du plateau pour vous céder la place. Donc vous êtes le roi. Merci. Alors, monsieur le roi, nous voulons parler de la destination Bénin. Nous, ici, à Bénin TV, nous adorons notre Bénin tel qu'il est aujourd'hui. Nous sommes très patriotes. On a découvert, de par nos reportages, nos sorties sur le terrain, qu'il y a beaucoup de choses qui se font. On ne peut pas les citer tous, mais vous êtes du domaine. Alors dites-nous, quand on parle de destination Bénin, qu'est-ce que je peux raconter ou quel site vous vient tout de suite à la tête et quand on va le montrer, on dit waouh, j'adore. Merci encore une fois pour votre invitation. Déjà, pour parler du tourisme ou de l'évolution croissante que nous avons aujourd'hui, il est très important que nous retournions un peu en arrière. Pour dire, avant 2015, par exemple, le secteur du tourisme apportait 0,5% à notre PIB. D'accord, et actuellement? Et actuellement, nous sommes à 6%. Quand même, hein? Donc, du coup, quand vous prenez aussi, par exemple, le plan stratégique du développement de 2025 à 2029, on a doté du secteur du tourisme, de la culture et des arts plus de 797 milliards de francs CFA. Ce qui va nous permettre, par exemple, d'atteindre 13,4% que le tourisme peut apporter à notre PIB national. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quitté très loin pour être là où nous sommes aujourd'hui. Oui, et c'est ce qui fait cette fierté que nous avons aujourd'hui. Et en parlant, par exemple, pour répondre à votre question, on a tellement des atouts que je ne peux même pas vous dire, OK, je pense à un tel site. Moi, je pense à l'Amazon, en tout cas, puisque je suis à Cotonou. Oui, mais là, vous n'avez pas tout à fait tort. Dès qu'un ami vient de l'extérieur, il faut que tu m'amènes à la place de l'Amazon. C'est la première chose que tout le monde veut voir. Même à la place de Tout à fait. Quand vous prenez, par exemple, la place de l'Amazon, c'est la statue, la deuxième la plus géante, par exemple, en Afrique. Après celui du Sénégal. Donc, du coup, le Bénin veut faire les choses en grand. Et ce qui témoigne aujourd'hui que nous avons on a la chance d'avoir un pays où on peut avoir différents types de tourisme, par exemple. Que ce soit le tourisme balnéaire, le tourisme lacustre, le tourisme mémoriel ou le tourisme culturel. Donc, aujourd'hui, même Safari, si on n'avait pas quelques... je vais dire difficultés au nord aujourd'hui. Exactement. Au fait, la nature nous a tellement dotés de trucs incroyables qu'aujourd'hui, le monde de splendeur nous permet en réalité d'aller plus loin. Ghislaine, je vais faire une toute petite diversion. Je ne peux pas m'empêcher quand votre invité il parle de voir Bénin. Vous portez fièrement. Depuis, c'est exactement ce que je voulais dire. Il porte fièrement le Bénin. Le Bénin. Exactement. Franchement, je crois qu'aujourd'hui, partout où nous passons, on vend ce pays, on est fiers. Et je peux vous assurer que l'État aujourd'hui a investi beaucoup d'argent, et déjà dans les infrastructures touristiques, mais aussi dans l'humain. Il en a formé, par exemple, des 54 guides, on en a formé 700 après. Moi, j'ai eu la chance de faire partie, en tout cas d'aller à des formations au Burkina Faso, dans l'UEMOA. Donc, du coup, il a investi vraiment dans l'humain aussi. C'est qu'on ne voit pas souvent, au fait. Parce qu'on a beau avoir toutes les infrastructures, s'il n'y a pas des guides, et c'est le moment en réalité de faire un coucou à tous mes collègues, s'il n'y a pas de guides pour transmettre en réalité tout ce que nous avons aujourd'hui, on peut bel et bien avoir tout ça, mais la personne peut partir sans une expérience. Monsieur Romain D'Enfant, nous allons faire de vous notre ambassadeur de cette émission, parce que nous avons envie de faire découvrir à tous les Béninois, et même à l'extérieur, parce que les gens nous suivent depuis l'extérieur,
ce que nous avons de beau, nous avons de la fierté, nous avons envie que tout le monde le découvre déjà et davantage. Aujourd'hui, on parle vraiment du Bénin à l'extérieur. Et vous allez être notre ambassadeur auprès de vos collègues que vous remerciez si tant pour que dès qu'on vient sur le terrain, qu'on nous aide. On a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement. C'est une doléance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, on nous aide réellement, qu'on ne pense pas que c'est pour aller monnayer ça autrement. C'est toujours pour nous. Et je m'en vais tout de suite vous poser cette question. Vous parlez du secteur. Vous parlez de tout ce qu'il y a dedans, même du personnel. Est-ce à dire aujourd'hui que le tourisme est un secteur pourvoyeur d'emploi? Ben, tout à fait. Baropo, c'est d'office 8-10. Donc déjà, les jeunes peuvent s'y investir rapidement et totalement, déjà, en toute confiance. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé à travailler ou à faire le tourisme il y a 12 ans. Donc j'ai eu la chance de voir l'évolution depuis 10 ans. L'avant et l'après. Vous aviez quel âge en ce moment? Si je peux me le permettre. Quand je dis souvent ça, c'est la question qui arrive. Ben, j'ai 38. Mais on ne le voit pas. Ça, c'est ma maman, c'est pas moi. Merci, maman. Merci, maman. Donc, du coup, en réalité, c'est... Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes. Avant, par exemple, quand moi, je me présentais à des parents où j'avais des copines, où je me présentais, on disait, tu faisais quoi? Ben, je dis, j'étais guide. On dit, OK, tu as raté ta vie. Oui. Parce que ce n'était pas un métier. Mais aujourd'hui, je vous assure que le secteur du tourisme, par exemple, crée beaucoup d'emplois. Je prends l'exemple, par exemple, on a le guidage, on a les hôtels en réalité qui emploient plus de jeunes, on a la restauration, on a le transport touristique, on a aussi, comment on dit, la création du contenu digital. Aujourd'hui, il y a des blogueurs qui sont spécialisés que dans ça. Donc, en réalité, c'est toute une chaîne. Et quand je vous dis, par exemple, un client arrive dans votre pays, c'est des millions qu'il peut laisser dans votre pays. Parce qu'il va se déplacer, il va se loger, il va se distraire. Et aussi, ce qui est important, vous allez constater qu'il va repartir avec des souvenirs. Donc, l'art et culture aussi rentre aussi en les aides. Donc, franchement, j'encourage en réalité. Et aujourd'hui, Dieu merci, je suis aussi formateur des guides. Aujourd'hui, on invite en réalité, on incite en réalité les jeunes à aller en réalité vers ce secteur. Ensemble, les activités du secteur du tourisme sont vastes. Tout à nous avancent les guides touristiques, c'est ceux qui sont dans les musées. Tout à fait. Parce que mon papa était guide, mais j'ai toujours pensé que c'était juste les musées. Je comprends le choix de la thématique. Non, des fois, quand il sort, je me dis qu'il allait vers un autre musée. Il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre que non, quand le guide sort, ce n'est pas que les musées, mais c'est beaucoup d'autres sites qu'on fait visiter aux étrangers. Mais c'est que vous venez de dire un truc que je voulais corriger. Au fait, de façon innocente, on dit souvent qu'on parle de guide touristique. En fait, il y a une différence entre guide touristique et guide de tourisme. D'accord. Le guide touristique, en réalité, c'est un document. C'est comme les petits fités. Donc, le guide de tourisme, c'est l'humain qui se sert. On dormira moins bête ce jour. Mais moi, je suis quand même curieuse de savoir, vous le dites si bien, il est difficile aujourd'hui d'aller sur les médias sociaux sans voir de belles, mais de vraiment très belles images du Bénin. Une question, je ne vais pas dire bête, mais toute innocente, est-ce que ce n'est pas un peu traficoté, travaillé pour ceux qui ne sortent pas? Parce qu'après, on se rend compte que Ganvier, mais c'est tellement beau, tout est tellement joli. Est-ce que, pour vous qui voyagez, qui allez au contact, c'est vraiment authentique de cette façon-là? Je vous assure tout, c'est très authentique. Et c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple de Ganvier parce que c'est mon village, je viens de là. J'ai grandi là. Aujourd'hui, ce qui est encore bien, c'est que l'État est en train de faire beaucoup de choses. Ganvier, il y a 10 ans, ce n'est pas Ganvier aujourd'hui. Ils sont en train de construire beaucoup de choses, beaucoup de magasins. En tout cas, ils ont renouvelé beaucoup de choses sur place. Donc, Ganvier aujourd'hui, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quand vous prenez par exemple, je parle de Gogo Timpon, c'est encore quelque chose qui est extraordinaire. C'est un site écotouristique qui est extraordinaire. Quand vous montez plus loin pour aller au niveau des cascades, au niveau des Tata Somba, le Bénin est tellement beau que je vous invite à visiter. Mais est-ce si on faisait si chacun sur ce plateau citait un site qu'il a visité et apprécié? Oh non. Moi, je commence déjà Gogo Timpon. Mais c'est pas vrai, j'ai pas encore visité Gogo Timpon, mais c'est en projection et je dois y aller parce que j'ai vu, c'est tellement beau. Mais est-ce que le site des grottes là, à Boycon,
Agonguento. Ça existe toujours parce que là, sur Internet, j'apprends plus rien dessus. Je vois qu'on montre plus les autres titres qu'on ne connaissait pas. Mais avant, c'était ça. Quand on venait à Bomé, après le musée, c'est directement aller voir. Mais est-ce que ça existe toujours? Ça existe toujours, mais c'est en travaux. Ah, je vois pourquoi. C'est en travaux, donc à un moment donné, à cause de la pluie, donc du coup, il y avait des cases qui étaient souterrains, qui s'affaissaient. Donc aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire des travaux sur place. Et ce sera encore plus génial. Exactement. Ah, je suis pressée encore de visiter. En tout cas, moi, j'ai visité l'Amazon. J'ai visité l'Amazon. Et j'ai apprécié l'Amazon. Bon, moi, j'ai visité l'Amazon. J'ai fait photo au niveau de Niagara, bravo. Mais j'ai été à Gogotekmon. J'ai été à Gogotekmon. Mais il y a le site de Gogotekmon, c'est vraiment beau. C'est beau. Oui. Et j'ai même fait un reportage là-dessus. Bien sûr. Il faut que j'y aille, franchement. J'ai fait aussi le masque d'Agile. C'était comment? C'est bon, c'est tout à fait naturel. C'est le naturel. Vous nous motivez à y aller. On a tout au Bénin. Oui, il y a beaucoup de sites au Bénin. Même en thème... Le site que j'ai envie de visiter actuellement, j'ai ouvert tout fait pour y aller, c'est la rivière Noire, le Port-Nouveau. Ah oui, la rivière Noire. J'ai vu les images et jusqu'à présent, c'est comme si ça me hante en quelque sorte. Oh là là, quand vous longez sur votre bac. Alors, comme je le disais tantôt, le temps il file très vite. Voilà, le temps file tellement vite, on a tellement de choses à dire. On a encore c'est juste une introduction à la destination Bénin que nous avons envie réellement de promouvoir ici sur ce plateau. Alors, monsieur Yafan, il y a aussi des défis qui doivent être relevés dans le secteur du tourisme. Nous aurons souvent l'occasion de revenir sur tout ça dès la semaine prochaine. Si possible. Alors, je voudrais juste vous dire merci d'être venu. Merci à vous, Ghislaine. Nous sommes restés sur le plateau, mais vous nous avez fait voyager. Donc, merci pour ça. C'est pour ça que je ne suis pas obligée de sortir. Je reste ici, je savoure derrière mon écran. On n'a pas besoin de sortir du Bénin. N'est-ce pas? Et il faut qu'on puisse donner ce plaisir-là à nos enfants. Et très important. Dans une semaine, dans le week-end, prenons juste 2 heures de temps pour sortir. Le médecin également le dit, mais le temps, il est parti. La chef de production, Karamat, me fait de très grands signes. Donc, on va installer le prochain plateau, bien sûr, avec Marvin. En train de s'installer, j'ai envie de l'appeler notre petit prodige ici parce que depuis quelques jours, elle nous fait découvrir peut-être ce qu'on ne savait pas forcément sur les fake news, l'intelligence artificielle, etc. Bonjour Marvin, comment allez-vous ce matin? Bonjour Jennifer, je vais bien vous? Je vais très bien. Alors avec vous, on parle toujours des fake news. On avait démarré justement depuis quelques jours et hier, vous nous promettiez de parler des dangers et des impacts des fake news. Exactement, donc on va plus aller sur les cas pratiques et les réseaux et vie quotidienne. D'accord. Donc pourquoi les fake news se propagent facilement? J'avais dit la dernière fois, il y avait l'émotion qui était là, la rapidité, les gens partagent sans vérifier et la rapidité des fake news n'est plus à justifier, c'est comme une fusée. Ça va très vite. Exactement, et il y a la confiance trompeuse, vu que ça provient d'un ami proche ou d'un groupe fiable, on se dit, bon, c'est sûrement la vérité. Les impacts négatifs et la panique sociale, les rumeurs sur la santé, tel produit sauve le vaccin, et sauve la Covid et tout ça. Les arnaques financières, il y a les faux comptes, les fausses promos d'opérations télécom. Et il y a la réputation détruite. Une personne, une entreprise qui peut perdre la confiance du public. Et là, nous allons aller sur le cas pratique de MTN, qui très souvent est victime des fake news qui revient beaucoup pendant une période. Ils annoncent, vous avez gagné, concours, c'est tellement récurrent sur pendant une période, ils annonçaient que MTN offrait des gigas à tous les abonnés. Il fallait cliquer les liens. Il fallait cliquer les liens pour aller sur une page. Si vous voyez bien, on va carrément dire que c'est MTN. Parce que c'est l'identité de MTN qui a été utilisée. Ils ont mis MTN BJ et tout ça. Donc ceux qui cliquaient là-bas, soit ils se faisaient pirater automatiquement, leur compte mobile money se faisait vider. Bien sûr.
où il y avait quand même d'autres choses derrière. Et il y a quand même des témoignages fictifs là, il y a des personnes qui disent oui, j'ai reçu mes 150 gigas hier. Et heureusement que MTN a été vraiment habile en envoyant un communiqué officiel et disait que si toute personne est victime des fraudes pouvait appeler et voilà, dénoncer cela. Il y a également la Sobepra qui a été victime de ce genre de choses. On disait que la Sobepra offrait 100 millions. Que la Sobepra offrait 100 millions à ses utilisateurs fidèles et il fallait partager. Les gens vraiment partageaient. Il fallait faire des concours et tout ça. On partageait. Aide-moi, je vais gagner les 100 millions. On va partager. À ce point. Et la Sobepra a fait sortir un communiqué officiel pour dire que toute information qui circule sur un gain de 100 millions, c'était une fausse information, de faire très attention. Donc, c'est un peu ça. Et ces conséquences réelles, si effectivement ces marques ou ces entreprises n'étaient pas sur les réseaux, bien évidemment que leur image serait détruite auprès de leurs clients, auprès de leur public cible, parce que j'ai partagé, mon compte a été vidé, c'est MTN que j'ai vu, c'est le logo de MTN, j'ai vu sur l'affiche. Donc, mais est-ce que désormais, il ne faut pas cliquer sur les liens? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Parce que c'est quand même tentant, hein, quand on vous propose 100 millions facilement, vous vous dites, pourquoi pas? Justement, je vais tenter ma chance. Moi, je vais toujours dire... Exactement. Moi, je vais toujours dire aux gens, c'est mieux de se réveiller le matin et d'aller travailler et que de croire, en fait, à quelqu'un qui donne de l'argent du jour au lendemain. Quand on t'envoie un message pour dire, tu as gagné telle chose, moi, je dis souvent internet au fond de moi, j'ai joué à rien pour gagner. Exactement. Belle réplique. Donc, je ne réponds pas. Moi, c'est comme ça que je fais directement. Et il y a les liens, en fait. Vous voyez, il y a les liens qui sont sur les affiches. Ce sont des liens qu'on peut facilement, étant dans le domaine, on peut facilement savoir si c'est un lien qui peut engendrer de l'arnaque ou pas. D'accord. Comment on va y revenir prochainement. D'accord. Bon, en tout cas, vous nous... Donc, quand on parle de ces fausses annonces, ça me rappelle quelque chose. J'ai pensé à vous. Du tourisme. Oui. Il fut un temps où les gens ont vendu l'étoile rouge. Oui, mais l'Amazon. Mais en même temps, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a véhiculé des fausses informations en disant que le bateau qu'ils sont en train de construire, par exemple, que c'est un restaurant à l'intérieur. Et franchement, je ne vais pas tout dire ici, mais ça a été loin quand même, cette affaire. Et c'est l'image du pays qui peut être tenue comme ça par rapport à des fake news. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a l'article sur les codes numériques qui sanctionne pour les relayements des fausses informations où on peut payer même près de 1 à 10 millions d'amendes et 6 mois de prison. Je pense qu'il faut sévir. On appelle à la vigilance, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut sévir pour éviter ça et préserver l'image de notre pays. Marvin? Oui, il faut vraiment... surtout, c'est souvent les parents qui nous envoient les liens. Il faut m'aider à avoir encore telle personne pour qu'elle puisse avoir 150 gigas. Donc, les parents, quand même, ne sont pas forcément informés. Mais moi, je vais dire aux jeunes qui, quand même, suivent cette émission de dire à leurs parents que, MTN n'offre pas de récompense pour ses clients facilement. Nous, bien Sobepra n'offre pas 100 millions aussi facilement que ça. C'est tout ce que je dis. Et justement, nous avons fait très rapidement le tour de la question. À présent, nous allons passer à la revue de presse avec Marcel Arrossi qui s'installe. On va prendre congé de vous, Monsieur Dianfon. Marvin, vous restez avec nous. Marcel s'installe pour la revue de presse. Encore que c'est de la place. Encore. Et justement, Ghislaine commençait à le dire, un coq cède la place à un autre, n'est-ce pas? Bonjour Marcel. Jennifer, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on y va. Mariam Chabit Talata, retour confirmé pour le ticket de la mouvance présidentielle. Bien sûr, Mariam Chabit Talata sera bien la colistière de Romuald Wadagni pour la présidentielle de 2026. L'information longtemps murmurée dans les couloirs a été confirmée par le Bloc républicain à l'issue d'une réunion tenue le 17 septembre dernier à Cotonou. Une décision qui, selon le quotidien, s'inscrit dans la logique du choix réfléchi, validé par la mouvance pour équilibrer le ticket présidentiel entre technocratie et expérience politique. Matin Libre, lui, choisit un angle plus caustique. Le journal pointe une contradiction
flagrante. Comment le bloc républicain peut-il aller chercher sa colistière dans les rangs de l'Union progressiste, le renouveau, au lieu de puiser dans ses propres ressources derrière la solennité des discours et la rhétorique sur la réforme du système partisan? Matin Libre dénonce une réalité. Selon lui, les partis au pouvoir censés donner l'exemple seraient les premiers à piétiner leurs propres règles. Une pique qui rappelle que dans l'arène politique béninoise, les alliances peuvent parfois défier la logique. Fraternité, enfin, déroule le parcours de Mariam Thiaby Talata comme une évidence. En 2021, elle faisait déjà route vers la Marina aux côtés de Patrice Talon, devenant donc la première femme vice-présidente du Bénin. Son long cheminement militant de l'Alliance Étoile à l'UPR est présenté comme une ascension constante forgée par les épreuves et la fidélité politique. Pour Fraternité, son expérience militante compense le déficit partisan reproché à Romuald Waraigni. Le duo est ainsi présenté comme une complémentarité stratégique, la rigueur technocrate d'un côté, la légitimité militante de l'autre, et en filigrane, une même réalité. Talata connaît déjà les arcanes du pouvoir. Il pourrait bien être l'atout maître de la mouvance dans la bataille de 2026. Mais au-delà des calculs et des équilibres, une question demeure selon Fraternité. Ce ticket saura-t-il convaincre un électorat qui n'attend plus seulement des symboles, mais des réponses concrètes aux défis du quotidien? Wait and see. Wait and see, la question reste posée. En tout cas, grand sujet, une grande annonce, j'ai envie de dire, qui suscite l'intérêt de tous les journaux. Ghislaine, Yasmine Damata, Marcel et Marvin, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. On se retrouve demain toujours avec le même plaisir. Merci d'être restés avec nous tout au long de cette émission. C'est l'heure de prendre congé de vous. Au revoir et à demain.